Cécile Dubois avait passé 3 ans dans l'invisibilité de son uniforme gris, nettoyant les chambres de l'élite fortunée au grand hôtel de la Belle Étoile, jusqu'au jour où elle parla un portugais parfait pour secourir Thiago Silva d'une crise linguistique. Ce qui commença comme une simple aide à la traduction se transforma en une connexion défiant toutes les barrières sociales, remettant en question les attentes de leur famille et les préjugés de la société. Alors que leur romance interdite se déroulait, ils découvrirent que leurs grands-parents avaient partagé une histoire d'amour tragique dans le Rio des années 1970, donnant à leur propre quête du bonheur l'impression d'être une symphonie inachevée, complétée par le destin. C'est une histoire de talent caché, d'amour interculturel et du courage de suivre son cœur plutôt que les attentes des autres. Avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du grand hôtel de la Belle Étoile à Paris, tandis que Cécile Dubois ajustait son uniforme gris de femme de chambre. À 27 ans, Cécile était discrète et réservée, préférant se fondre dans le décor plutôt que de se faire remarquer. Elle remit une mèche rebelle de ses cheveux foncés en place et saisit son chariot de nettoyage. « N'oubliez pas, des VIP arrivent aujourd'hui », annonça sa superviseure, Madame Lefebvre, au personnel réuni dans la petite salle de pause. « Je veux que tout soit parfait, pas d'erreur. » Cécile acquiesça silencieusement. Elle travaillait au grand hôtel de la Belle Étoile depuis 3 ans maintenant, et elle connaissait la procédure. L'hôtel accueillait des célébrités, des magnates des affaires et des ultra-riches. Pour eux, elle n'était qu'une employée invisible de plus. Ils étaient loin de se douter que Cécile parlait 5 langues couramment. Son portugais, en particulier, était parfait, un don de sa grand-mère qui avait passé des décennies à Rio de Janeiro comme musicienne de bossa nova. Cécile gardait ce talent pour elle. Selon son expérience, les gens vous traitaient différemment quand ils découvraient que vous étiez plus que ce qu'ils supposaient. « Cécile, vous avez l'étage exécutif aujourd'hui », dit Madame Lefebvre en lui tendant une pile de serviettes propres. « La chambre 1201 a besoin d'une attention particulière. Un homme d'affaires étranger s'est enregistré hier soir. »« Oui, madame », répondit Cécile en prenant les serviettes. Tandis qu'elle poussait son chariot dans l'ascenseur, elle entendit les chuchotements excités de ses collègues. « J'ai entendu dire qu'il vaut des milliards. Apparemment, il possède des hôtels partout en Amérique du Sud et en Asie. On dit qu'il est beau, mais hautain. » Cécile pressa le bouton du 12e étage et les ignora. Les clients riches venaient et repartaient. Ils étaient tous les mêmes pour elle, exigeants, impatients et complètement inconscients des personnes qui nettoyaient derrière eux. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Cécile fut surprise de trouver l'étage exécutif dans un état de confusion. Le directeur de l'hôtel, M. Fournier, parlait frénétiquement au concierge, tandis qu'un jeune homme brésilien se tenait à proximité, son visage un masque de frustration. « Je suis tellement désolé, monsieur Silva », disait le directeur lentement et fort, comme si le volume pouvait combler la barrière linguistique. L'interprète est retenu dans les embouteillages. « Me comprenez-vous » L'homme brésilien, monsieur Silva, répondit en portugais rapide, sa voix contenue, mais clairement agacée. Cécile garda la tête baissée et poussa son chariot devant eux, veillant à ne pas attirer l'attention. Mais elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation. « Où est mon emploi du temps de réunion ?» demandait M. Silva en portugais. « Et pourquoi m'a-t-on réveillé avec de la nourriture que je n'ai pas commandée ?» Le directeur et le concierge échangèrent des regards impuissants. « Nous allons régler ça, monsieur », poursuivit le directeur en français, gesticulant de façon désordonnée. « S'il vous plaît, si vous pouviez juste attendre… » M. Silva passa une main dans ses cheveux et parla de nouveau, cette fois sa voix s'élevant légèrement. J'ai 3 réunions aujourd'hui avec des investisseurs potentiels. Si elles ne sont pas correctement planifiées, je perds des millions d'euros. Y a-t-il quelqu'un dans cet hôtel qui parle portugais ? Cécile hésita. Elle s'était promise de ne jamais s'impliquer avec les clients au-delà de ses fonctions. Mais quelque chose dans la détresse sincère de la voix de l'homme la fit s'arrêter. Prenant une profonde inspiration, elle se retourna. « Il demande son emploi du temps de réunion », dit-elle doucement en français. Et il dit qu'il n'a pas commandé de petit déjeuner ce matin. Le directeur et le concierge se tournèrent vers elle, choqués. Les yeux de M. Silva s'écarquillèrent. « Vous parlez portugais ?» lui demanda-t-il dans sa langue maternelle, son expression passant de la frustration à la surprise. Cécile hocha la tête et répondit en portugais parfait. « Oui, je peux aider à traduire si vous avez besoin d'assistance. » Un instant, personne ne parla. Puis M. Fournier se ressaisit. « Cécile, pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous parliez portugais ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre le soulagement et l'accusation.
Cela n'est jamais venu sur le tapis, monsieur, répondit-elle simplement. Monsieur Silva s'avança, l'étudiant avec des yeux sombres et intenses. Il était grand et beau d'une manière discrète, vêtu d'un costume gris cher mais simple. Il y avait quelque chose de différent chez lui par rapport aux autres clients fortunés, un sérieux qui semblait aller au-delà de l'argent ou du statut. « Quel est votre nom » lui demanda-t-il en portugais. « Cécile Dubois, monsieur. » Il hocha lentement la tête. « Je suis Thiago Silva. » Le directeur s'éclaircit la gorge. « Eh bien, c'est merveilleux. Cécile, pourriez-vous, s'il vous plaît, aider à traduire les préoccupations de monsieur Silva jusqu'à l'arrivée de l'interprète professionnel ?» Cécile regarda son chariot de nettoyage, puis les hommes. « Bien sûr, » dit-elle, bien qu'à l'intérieur, elle regrettait déjà sa décision de prendre la parole. Pendant l'heure suivante, Cécile traduisit, tandis que Thiago détaillait ses exigences. Il avait besoin que ces réunions soient correctement planifiées, avec 3 groupes d'investissement différents. Il avait besoin que son costume soit pressé pour un dîner ce soir-là. Et non, il ne voulait pas du petit déjeuner américain que l'hôtel continuait d'envoyer. Juste un simple thé et du riz suffirait. Le personnel de l'hôtel s'empressa de le satisfaire maintenant qu'il comprenait ses besoins. Pendant tout ce temps, Cécile remarqua à quel point la manière de Thiago changeait lorsqu'il lui parlait en portugais. Sa voix s'adoucit. Ses mots devinrent plus polis. Il la remercia à plusieurs reprises. Quand ils eurent terminé, le directeur était radieux. « Cécile, vous nous avez sauvé la mise, dit-il. Maintenant, retournez à vos tâches. L'interprète professionnel devrait arriver bientôt. » Cécile hocha la tête et retourna à son chariot, prête à disparaître dans sa routine. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Thiago l'appela. « Mademoiselle Dubois, dit-il en portugais. Merci, vous n'avez aucune idée du soulagement que c'est d'être compris. » Quelque chose dans sa voix, une note de gratitude sincère, la fit s'arrêter. « De rien, monsieur Silva, » répondit-elle avec un petit sourire avant de pousser son chariot le long du couloir. Plus tard, cet après-midi-là, Cécile changeait les draps de la chambre 1205 lorsque sa superviseure apparut à la porte. « Cécile, monsieur Silva a spécifiquement demandé que vous l'assistiez pendant son séjour, » dit madame Lefebvre, son expression un mélange de surprise et de suspicion. Apparemment, l'interprète professionnel a un accent qu'il trouve difficile à comprendre. Cécile se figea. « Mais j'ai mes tâches de nettoyage. Cela vient directement de la direction. Monsieur Silva est un client important. Sa famille possède la chaîne d'hôtels Silva International. Nous ne pouvons pas nous permettre de lui déplaire. » Madame Lefebvre baissa la voix. « Faites juste attention. Ne devenez pas trop amical. N'oubliez pas votre place. » L'avertissement était clair, mais Cécile n'avait aucune intention de se rapprocher d'un client. « Je comprends. Que voulez-vous que je fasse? Il a un dîner d'affaires ce soir. Il veut que vous examiniez le menu avec le chef et expliquiez toutes ses allergies alimentaires ou préférences. Puis demain, il a ses réunions d'investissement. » Cécile hocha la tête, bien qu'elle sentit un nœud se former dans son estomac. Ce genre d'attention était exactement ce qu'elle évitait toujours. Ce soir-là, Cécile se retrouva dans l'élégant restaurant de l'hôtel, assise maladroitement à une petite table avec Thiago, alors qu'il passait en revue le menu avec le chef. « Dites-lui pas de crustacés, » dit Thiago en portugais. « Et je préfère le bœuf cuit à point, pas à la façon trop cuite des Français. » Cécile traduisit, et le chef hocha la tête avec enthousiasme. Quand ils furent de nouveau seuls, Thiago la surprit en demandant « Comment avez-vous appris le portugais? Votre accent est parfait, presque comme si vous aviez grandi à Rio de Janeiro. » Cécile hésita avant de répondre. « Ma grand-mère a vécu à Rio de Janeiro pendant de nombreuses années. Elle était chanteuse de bossa nova et de jazz au Beco das Garrafas là-bas. Elle m'a appris quand j'étais jeune. » Les yeux de Thiago s'illuminèrent. Le Beco das Garrafas, c'était un endroit célèbre. Mon père en parlait souvent. Il marqua une pause. « Quel est le nom de votre grand-mère ?»« Émilie Dubois, » répondit Cécile. « Mais à Rio, on l'appelait la Perle Noire. » Thiago se pencha en arrière dans sa chaise, sincèrement surpris. « La Perle Noire. Mon père avait tous ses disques. Il disait qu'elle était la plus belle voix de Rio pendant les années 1970. » Pour la première fois, Cécile sentit une véritable connexion se former. « Vous connaissez ma grand-mère » Il hocha la tête, un sourire adoucissant son visage habituellement sérieux. « Mon père écoutait sa musique tout le temps quand j'étais enfant. Il disait qu'elle lui avait appris que l'art dépasse toutes les frontières. » Cécile sentit une chaleur de fierté. Sa grand-mère avait été spéciale, talentueuse, courageuse et déterminée à vivre sa vie selon ses propres termes, même quand le monde essayait de la mettre dans une case. « Elle aurait aimé entendre ça, » dit Cécile doucement. Leur conversation fut interrompue lorsque le directeur de l'hôtel apparut, accompagné de 3 hommes d'affaires bien vêtus.
Monsieur Silva, vos invités sont arrivés, annonça-t-il. Tiago se leva, son expression reprenant immédiatement le masque froid et professionnel qu'il portait avec les autres. Merci, mademoiselle Dubois, dit-il formellement en français. Ce sera tout pour ce soir. Cécile hocha la tête et s'éclipsa, soulagée de retrouver l'invisibilité de son rôle habituel. Mais en retournant vers l'espace du personnel, elle ne put s'empêcher de s'interroger sur le bref moment de connexion qu'ils avaient à partager. Et pourquoi un héritier hôtelier millionnaire connaîtrait la musique de sa grand-mère? Le lendemain matin, Cécile fut appelée pour l'aider avec les réunions d'investissement de Tiago. Elle s'assit tranquillement dans un coin de la salle de conférence de l'hôtel, ne traduisant que lorsque nécessaire. La plupart des hommes d'affaires parlaient français, mais parfois ils passaient au portugais pour discuter de sujets sensibles, ne réalisant pas que Cécile comprenait chaque mot. « Nous devrions lui offrir moins », chuchota un homme en portugais à son collègue. La chaîne d'hôtels de sa famille a des difficultés sur le marché européen. Il a plus besoin de notre investissement que nous de ses propriétés. Cécile garda son visage neutre en traduisant, mais elle remarqua Tiago la regarder avec un léger sourire. Il savait qu'elle comprenait les commentaires privés des hommes, et il utilisait sa présence stratégiquement. Une fois les réunions terminées, Tiago demanda à Cécile de le rejoindre pour déjeuner sur le jardin en terrasse de l'hôtel. « Je ne devrais pas, dit-elle hésitante. Ce n'est pas approprié. S'il vous plaît, dit-il en portugais. Je suis entouré de monde depuis des jours, mais vous êtes la seule à qui je puisse vraiment parler, juste pour un petit moment. » Contre son meilleur jugement, Cécile accepta. Le jardin en terrasse était paisible, offrant des vues imprenables sur Paris, étendues en dessous d'eux. Ils s'assirent à une petite table dans un coin tranquille, loin des quelques autres clients profitant du soleil. « Merci pour aujourd'hui, » dit Tiago après qu'ils eurent commandé. Ces hommes pensaient pouvoir parler librement en portugais. Ils n'avaient aucune idée que vous compreniez tout. « Ça me semble malhonnête, » admit Cécile. Tiago haussa les épaules. « En affaires, l'information est un pouvoir, mais j'apprécie votre honnêteté. » Il marqua une pause. « Vous êtes différente des autres employés de l'hôtel. Vous ne me traitez pas comme si j'étais fait d'argent. » Cécile sourit légèrement. « J'ai travaillé ici assez longtemps pour savoir que l'argent ne rend pas les gens spéciaux. Il les rend juste bruyants. » À sa surprise, Tiago rit, un son authentique et chaleureux qui transforma son visage sérieux. « C'est exactement ça, » acquiesça-t-il. « Selon mon expérience, les personnes vraiment spéciales sont généralement les plus silencieuses dans une pièce. » Leurs plats arrivèrent, et pendant un moment, ils mangèrent dans un silence confortable. Puis Tiago parla de nouveau, sa voix plus douce. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?» Cécile se tendit mais hocha la tête. « Avec vos compétences linguistiques, pourquoi travaillez-vous comme femme de chambre d'hôtel? Vous pourriez être interprète, enseignante, n'importe quoi. » La question toucha un point sensible. Cécile posa sa fourchette. « Tout le monde n'a pas le luxe du choix, monsieur Silva. J'avais besoin d'un emploi avec une mutuelle quand ma grand-mère est tombée malade. Après sa mort, j'avais des prêts étudiants à rembourser. L'hôtel offrait une stabilité. Je suis désolé, dit-il rapidement. Je ne voulais pas vous offenser. Non, répondit Cécile, bien que son ton suggérât le contraire. Mais les gens comme vous ne comprennent pas ce que c'est pour les gens comme moi. Nous ne pouvons pas simplement décider de changer nos vies du jour au lendemain. Tiago resta silencieux un instant. Vous avez raison, dit-il finalement. Je suis né dans le privilège, mais cela ne signifie pas que ma vie a été facile à d'autres égards. Quelque chose dans sa voix fit lever les yeux à Cécile. Ses yeux contenaient une tristesse qui semblait sincère. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, poursuivit-il. Après cela, mon père est devenu obsédé par l'entreprise. Il m'a élevé pour reprendre la société, pas pour être heureux. Tout ce que je faisais était mesuré à sa valeur pour l'héritage des Silva. Cécile se sentit s'adoucir. Cela semble solitaire. Ça l'était, ça l'est encore. Il rencontra ses yeux. C'est pourquoi la musique de votre grand-mère a tant compté pour mon père et pour moi. C'était l'une des rares choses qui le rendaient humain de nouveau après la mort de ma mère. Leur conversation fut interrompue par l'apparition de la superviseure de Cécile à l'entrée du jardin, le visage tendu de désapprobation. « Cécile, on a besoin de vous en bas », appela Madame Lefebvre, son ton rendant clair que Cécile était en difficulté. « Je dois y aller », dit Cécile, se levant rapidement. Tiago se leva aussi. « Je parlerai à votre directeur, expliquerai que je vous ai demandé de rester. »« Non, dit Cécile fermement. S'il vous plaît, ne le faites pas. Cela ne ferait qu'empirer les choses. » Elle passa au français. « Merci pour le déjeuner, monsieur Silva. Si vous avez besoin d'autres services de traduction, veuillez en informer la réception. » Elle s'éloigna, sentant ses yeux sur son dos tandis qu'elle partait. Dans le couloir du personnel,
Madame Lefebvre l'attendait les bras croisés. « Qu'est-ce que vous croyez faire » demanda-t-elle. « Déjeuner avec un client? Savez-vous ce que ça donne ?» Il m'a demandé de traduire « Ne jouez pas les innocentes. Je vous ai vu rire ensemble. Ce n'est pas un service de rencontre, Cécile. Il n'est pas intéressé par vous. C'est un milliardaire. Les hommes comme ça ne prennent pas les femmes de chambre au sérieux. » Les mots la piquèrent, même si Cécile savait qu'il ne devrait pas. « Cela ne se reproduira plus, » dit-elle doucement. « Veillez à ce que non, » avertit Madame Lefebvre, « ou vous chercherez un autre emploi. » Pour le reste de la journée, Cécile se jeta dans son travail, nettoyant les chambres avec une efficacité féroce. Elle évita l'étage exécutif et demanda à une autre femme de chambre de s'occuper de la chambre Mlouk 101. Mais alors que son service se terminait, la réception appela la zone du personnel. « Cécile, Monsieur Silva vous demande, » dit la réceptionniste. « Il veut que vous l'aidiez à commander son dîner. » Cécile ferma les yeux brièvement. « Je suis hors service. Personne d'autre ne peut l'aider. Il vous a spécifiquement demandé. Il a dit que vous êtes la seule à pouvoir le faire. » Avec un soupir, Cécile remit son uniforme et se dirigea vers l'étage exécutif. Elle devrait ignorer cela. S'impliquer davantage avec Thiago Silva ne ferait que causer plus de problèmes. Mais quelque chose l'attirait. La curiosité peut-être, ou le sentiment rare d'être réellement apprécié. Quand elle arriva dans le hall, elle trouva Thiago faisant les 100 pas près de l'entrée, son téléphone pressé contre son oreille. « Vous m'avez demandé, Monsieur Silva » dit-elle formellement. Il se tourna, son expression s'illuminant quand il la vit. « Oui, merci d'être venu. » Il fit un geste vers la chaise en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je préférerais rester debout, si ça ne vous dérange pas. Je suis juste ici pour vous aider avec votre commande. » Thiago l'étudia un instant. « Vous ai-je causé des problèmes aujourd'hui ?» Cécile ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. « Je suis désolé, » dit-il. « Ce n'était pas mon intention. C'est bon. Que voudriez-vous pour le dîner ?» Thiago soupira. « En fait, je n'ai pas faim, je voulais juste vous parler de nouveau. » Cécile sentit un frisson. Agacement? Flatterie? Elle n'était pas sûre. « Monsieur Silva, je pourrais perdre mon emploi si les gens pensent que je suis non professionnel avec un client. »« Je comprends, » dit-il, « mais j'ai pensé à ce que vous avez dit plus tôt, à propos des gens comme moi qui ne comprennent pas les gens comme vous. » Il marqua une pause. « Vous avez raison. Mais je veux comprendre. Je veux vous comprendre. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui fit hésiter Cécile. Contre son meilleur jugement, elle s'assit. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui me voit comme une personne, pas un compte en banque ou une opportunité d'affaires. » Il se pencha en avant. « Savez-vous ce que c'est que d'être entouré de monde et de se sentir pourtant complètement seul ?» Cécile pensa à sa vie depuis la mort de sa grand-mère, l'appartement vide, les collègues qui ne la connaissaient jamais vraiment, les rendez-vous qui ne menaient à rien parce qu'elle gardait une partie d'elle-même cachée. « Oui, » admit-elle doucement, « je sais. » Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder, reconnaissant une solitude partagée qui transcendait leurs vies très différentes. Finalement, Cécile rompit le silence. « Je devrais y aller. Reviendrez-vous demain » demanda Thiago. « Juste pour parler. Je m'assurerai que votre superviseur sache que c'est une affaire officielle de l'hôtel. » Cécile se leva. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Thiago dit quelque chose en portugais qui la fit s'arrêter. Dans un monde où tout le monde parle en même temps, votre silence en dit plus que leurs mots ne pourraient jamais le faire. C'était une phrase d'une des chansons de sa grand-mère, une phrase sur la recherche de la vérité dans les moments calmes et de la sagesse dans les eaux tranquilles. Cécile se retourna, surprise. « Vous connaissez vraiment sa musique ?» Thiago hocha la tête. « Je vous l'ai dit, ça comptait pour moi. » Il hésita, puis ajouta « S'il vous plaît, Cécile, juste une autre conversation avant que je ne quitte Paris. » Contre chaque instinct de conservation, Cécile se surprit à hocher la tête. Une de plus, c'est tout. En sortant de la salle à manger, elle ne put s'empêcher de se demander si elle commettait une terrible erreur, ou si, peut-être, cette étrange connexion avec Thiago Silva valait la peine d'être explorée, malgré toutes les raisons pour lesquelles elle ne le devrait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur conversation avait été observée par le directeur de l'hôtel, qui était déjà au téléphone avec Madame Lefebvre. « Je me fiche de la qualité de son portugais », disait-il. « Nous ne pouvons pas avoir de personnel qui se lie d'amitié avec les clients, surtout pas avec quelqu'un comme Thiago Silva. Trouvez-lui un remplaçant à l'étage exécutif, demain. » Tandis que Cécile descendait en ascenseur vers l'espace du personnel, elle ignorait que des forces étaient déjà en marche pour la séparer de Thiago, ou que son intérêt pour elle allait bientôt provoquer une tempête qui changerait leurs vies à jamais.
Cécile arriva au travail le lendemain matin et trouva une note dans son casier. « Présentez-vous immédiatement aux ressources humaines. » Son estomac se serra. Elle savait de quoi il s'agissait. Dans le petit bureau des RH, Madame Lefebvre et Monsieur Fournier étaient assis avec des expressions sévères. « Cécile, nous devons discuter de votre comportement avec Monsieur Silva, » commença Monsieur Fournier. « Plusieurs membres du personnel ont rapporté vous avoir vu déjeuner avec lui, rire ensemble et passer du temps seul dans la salle à manger. Je traduisais pour lui, » dit Cécile, gardant sa voix stable. « C'est ce que vous m'avez demandé de faire. » Madame Lefebvre secoua la tête. « La traduction n'exige pas de repas privés ni de conversations intimes. Vous avez dépassé les bornes, Cécile. »« Nous ne vous renvoyons pas, » ajouta Monsieur Fournier rapidement. « Mais nous vous réaffectons au 2e étage, chambre standard uniquement. Julia Santos de la comptabilité s'occupera de toute traduction dont Monsieur Silva aura besoin pour le reste de son séjour. » Cécile sentit ses joues brûler d'humiliation. « Julia parle-t-elle seulement portugais ? » « Elle est franco-brésilienne, » dit Madame Lefebvre. « C'est suffisant. » Cécile voulut argumenter que l'héritage ne conférait pas automatiquement des compétences linguistiques, mais elle savait que cela n'aurait pas d'importance. Elle était punie, et rien de ce qu'elle dirait ne changerait cela. « D'accord, » dit-elle doucement. « Puis-je y aller maintenant ?» Ils hochèrent la tête, et Cécile partit, la tête haute, malgré le nœud dans sa gorge. Alors qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur de service, elle aperçut Thiago dans le hall, parlant au concierge. Un instant, elle pensa l'approcher et lui expliquer ce qui s'était passé. Mais ensuite, elle vit Julia de la comptabilité rôder à proximité, attendant clairement d'être présentée. Mieux valait faire une rupture nette, décida Cécile. Elle se retourna et prit les escaliers à la place. Pour le reste de la matinée, Cécile nettoya les chambres mécaniquement, essayant de ne pas penser à Thiago ni à la rapidité avec laquelle l'hôtel l'avait remplacé. Vers midi, elle frottait une baignoire quand son téléphone vibra avec un SMS de la réception. « Monsieur Silva vous demande. Dit que c'est urgent. » Cécile répondit par SMS. « J'ai été réaffectée. Veuillez le diriger vers Julia. » 10 minutes plus tard, son téléphone vibra de nouveau. « Il insiste, dit que vous êtes la seule à pouvoir le faire. » Cécile soupira et posa ses produits de nettoyage. Elle devrait ignorer cela. S'impliquer davantage avec Thiago Silva ne ferait que causer plus de problèmes. Mais quelque chose l'attirait, la curiosité peut-être, ou le sentiment rare d'être réellement appréciée. Quand elle arriva dans le hall, elle trouva Thiago faisant les 100 pas près de l'entrée, son téléphone pressé contre son oreille. Il parlait rapidement d'un ton frustré. Quand il vit Nina, son expression s'adoucit immédiatement. « Je te rappelle », dit-il dans le téléphone avant de raccrocher. Il s'approcha rapidement de Nina. « Te voilà, je te cherchais partout. »« J'ai été réaffectée, » dit Nina d'une voix tendue. « Janine peut s'occuper de tous vos besoins en traduction. » Julien fronça les sourcils. « Janine sait à peine commander une crêpe. Pourquoi as-tu été réaffectée ?» Nina jeta un coup d'œil autour d'elle, consciente des regards curieux des autres employés de l'hôtel. « Peu importe. Pourquoi aviez-vous besoin de moi ?»« Pas ici, » dit Julien en désignant la porte. « Viens dehors une minute. » Contre son meilleur jugement, Nina le suivit jusqu'à l'allée principale de l'hôtel, où une élégante voiture noire les attendait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Julien ouvrit la portière de la voiture. « S'il vous plaît, montez, j'ai quelque chose à vous montrer. » Nina hésita. « Je ne peux pas partir comme ça, je suis de service. »« C'est important, » insista Julien. « 20 minutes, c'est tout ce que je demande. » Nina regarda l'hôtel, puis le visage sincère de Julien. 21 minutes ne lui coûteraient pas le poste dont elle avait déjà été rétrogradée. « D'accord, 21 minutes. » Ils roulèrent en silence à travers le centre de Paris. Nina n'arrêtait pas de regarder sa montre, comptant les minutes. Finalement, la voiture s'arrêta devant un petit bâtiment discret avec une enseigne. Le Nocturne Jazz Club. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Nina, alors que Julien la guidait à l'intérieur. Le club était vide à cette heure matinale. Seul un barman essuyait des verres. Les murs étaient recouverts de photographies encadrées de musiciens de jazz de différentes époques. Cet endroit appartenait à un homme d'origine sénégalaise nommé Antoine Leclerc, expliqua Julien. Il s'était installé à Paris dans les années 1980 après avoir dirigé le Jazz Club de Dakar. Les yeux de Nina s'écarquillèrent. « Ma grand-mère jouait au Jazz Club de Dakar. » Julien hocha la tête. « Je sais. C'est pour ça que je vous ai amené ici. » Il la conduisit vers un mur au fond du club. « Regardez. » Là, parmi les photos de musiciens célèbres, se trouvait un grand portrait en noir et blanc d'une belle jeune femme antillaise, avec un microphone, les yeux clos en chantant. La légende disait « Élise, la perle noire Moreau, Dakar and Paris,
1970-1985. Le souffle manqua à Nina. C'est ma grand-mère. Elle tendit la main, ses doigts planant juste au-dessus du verre. Comment avez-vous trouvé ça? J'ai passé quelques coups de fil, dit simplement Julien. L'actuel propriétaire est le fils d'Antoine. Quand je lui ai parlé de votre lien avec Élise, il a dit qu'il se souvenait d'elle. Elle se produisait régulièrement ici après son retour du Sénégal. Nina fixa la photographie, observant des détails de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vus auparavant, si jeune et si vibrante sur scène, si confiante. « Merci de m'avoir montré ça, dit-elle doucement. Julien se rapprocha. « Il y a plus. Le propriétaire a des enregistrements de ses performances ici, des bandes originales qu'il a conservées toutes ces années. Il a dit que vous pouviez les prendre. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Après la mort de sa grand-mère, Nina n'avait trouvé que quelques disques usés et des photographies fanées. L'idée d'entendre à nouveau la voix de sa grand-mère, peut-être chantant des chansons que Nina n'avait jamais entendues, était bouleversante. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, en se tournant vers lui. Julien resta silencieux un instant. « Quand je vous ai entendu parler ce premier jour, quelque chose a changé pour moi. Ce n'était pas seulement la langue, c'était la façon dont vous écoutiez, comment vous compreniez. » Il marqua une pause. « Et quand vous avez mentionné votre grand-mère, c'était comme, je ne sais pas, comme un signe. Un signe de quoi? Que peut-être j'étais destiné à vous rencontrer. » Les mots restèrent suspendus entre eux, trop intimes pour deux personnes qui se connaissaient à peine. Et pourtant, Nina ne pouvait nier l'étrange connexion qu'elle ressentait avec cet homme, une connexion qui allait au-delà de la langue ou des circonstances. Le moment fut brisé par le téléphone de Nina qui vibra. Un message de sa collègue. « Madame Rousseau te cherche. Dis que si tu ne reviens pas maintenant, tu n'as plus à revenir du tout. » Nina montra le message à Julien. « Je dois y aller. » Il hocha la tête. « Je comprends. Mais me reverrez-vous plus tard, après votre service? Nous pourrons revenir ici et vous pourrez écouter les enregistrements de votre grand-mère. » Elle aurait dû dire non. Chaque partie rationnelle de son cerveau lui criait de fuir cette complication. Mais en regardant la photographie de sa grand-mère, se souvenant comment elle lui disait toujours de « suivre la musique là où elle vous mène », Nina se retrouva à hocher la tête. « Je finis à 6 heures. J'aurai la voiture qui attendra », promit Julien. Quand ils retournèrent à l'hôtel, Nina se glissa par l'entrée du personnel tandis que Julien utilisait les portes principales. Elle se précipita au 2e étage où Madame Rousseau l'attendait les bras croisés. « Où étiez-vous » demanda-t-elle. « J'avais besoin d'air, » dit Nina en tendant la main vers son chariot de nettoyage. « Pendant 45 minutes, vous me prenez pour une idiote ?» Madame Rousseau s'approcha. « Je vous ai vu partir avec lui, dans sa voiture. Vous croyez que c'est quoi ici? Une agence matrimoniale pour croqueuses de diamants ?» Nina sentit sa colère monter. « Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me fiche de ce qui s'est passé. Vous êtes virée, Nina. Prenez vos affaires et partez. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Nina s'attendait à un avertissement, peut-être une autre rétrogradation. Pas ça. « Vous ne pouvez pas me virer pour avoir pris une pause, » protesta-t-elle. « Je peux vous virer pour abandon de poste, fraternisation avec les clients et création d'un environnement de travail hostile. » Madame Rousseau lui tendit un dossier. « Votre dernier chèque vous sera envoyé par la poste. La sécurité vous escortera pour récupérer vos affaires. » Nina resta figée, le dossier serré dans ses mains. 3 ans dans cet hôtel, jamais une plainte, toujours à l'heure, et c'était fini comme ça. Alors qu'un agent de sécurité apparaissait pour l'escorter, Nina ressentit un étrange mélange d'émotions. Colère, peur, mais aussi une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Le travail était stable, mais c'était aussi une cage. Un endroit où elle s'était faite petite, avait caché ses talents, évité les liens. Dans les vestiaires, alors qu'elle ramassait ses quelques effets personnels, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « C'est Julien. La réception a dit que vous étiez parti. Tout va bien ?» Nina fixa le message, se demandant comment il avait eu son numéro, ce qu'elle devait dire. Avant qu'elle ne puisse se décider, un autre message arriva. « Je suis désolée si je vous ai causé des problèmes. Laissez-moi vous aider. » Elle répondit rapidement. « J'ai été virée, ce n'est pas votre faute, ne vous inquiétez pas. » Sa réponse fut immédiate. « Où êtes-vous maintenant ?» Nina hésita puis répondit. « Toujours à l'hôtel. Je pars bientôt. Attendez-moi sur le parking du personnel, s'il vous plaît. » 20 minutes plus tard, Nina se tenait sur le parking avec son petit sac d'affaires, se sentant étrangement à la dérive. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur l'asphalte. Elle aurait dû paniquer à propos du loyer, de la recherche d'un nouveau travail, de l'assurance maladie. Au lieu de cela, elle ne pouvait penser qu'à la photographie de sa grand-mère sur ce mur,
et à quel point elle avait l'air vivante, à quel point elle était libre. Une voiture s'arrêta à côté d'elle, mais ce n'était pas l'élégante berline noire de Julien, c'était un taxi. La vitre s'abaissa, et Julien se pencha. « Montez, dit-il, je pensais que ça attirerait moins l'attention. » Nina se glissa sur la banquette arrière à côté de lui, soudain consciente à quel point son uniforme était froissé, à quel point elle devait avoir l'air fatiguée. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit Julien une fois qu'ils furent en mouvement. « Je suis tellement désolé, Nina. C'est ma faute. »« Non, » dit-elle fermement. « J'ai fait mes propres choix. Tout de même, je me sens responsable. » Il lui tendit une enveloppe. « S'il vous plaît, prenez ceci. » Nina ne l'ouvrit pas. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« De l'argent, » dit-il simplement. « Assez pour couvrir votre loyer et vos dépenses jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi. » Elle essaya immédiatement de le lui rendre. « Je ne peux pas accepter ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne veux pas de votre charité. Et je ne veux pas que vous pensiez que je passais du temps avec vous à cause de votre argent. » Julien eut l'air sincèrement confus. « Je n'ai jamais pensé ça. Alors pourquoi me proposer de l'argent dès que je perds mon travail ?» Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Parce que c'est ce que je sais faire. Je ne sais pas comment résoudre les problèmes sans argent. Je n'ai jamais eu à le faire. » L'aveu honnête surprit Nina. Elle s'adoucit légèrement, mais tendit toujours l'enveloppe. « Merci, mais non. Je me débrouillerai seul. » Julien reprit l'enveloppe à contre-cœur. « Alors laissez-moi vous aider d'une autre manière. Ma chaîne hôtelière ouvre un nouvel établissement à Nice le mois prochain. Nous avons besoin de personnel à tous les niveaux, y compris la direction. Avec vos compétences linguistiques et votre expérience en hôtellerie, vous seriez parfaite. » Nina le regarda avec suspicion. « Vous m'offrez un emploi ? Je vous suggère d'en postuler un. Les décisions d'embauche ne sont pas de mon ressort. Ce serait du népotisme. Mais je peux m'assurer que votre CV soit vu par les bonnes personnes. » C'était une offre tentante, trop tentante, ce qui rendit Nina méfiante. « Et qu'attendriez-vous en retour ?» Julien eut l'air blessé. « Rien. Je ne suis pas ce genre d'homme, Nina. » Elle le crut, ce qui était presque plus effrayant que s'il avait eu des arrière-pensées. Celle-ci, elle aurait pu les rejeter facilement. Mais une gentillesse authentique, c'était plus difficile à fuir. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. Julien hocha la tête, acceptant sa prudence. « Où le chauffeur doit-il vous emmener ? Chez vous ?» Nina pensa à son appartement vide, à rester assise seule, à s'inquiéter de son avenir. Puis elle pensa à la photographie de sa grand-mère, aux enregistrements qui attendèrent d'être écoutés. « En fait, » dit-elle, « j'aimerais toujours aller au jazz club, si ça vous dérange pas. » Le visage de Julien s'éclaira. Plus que d'accord. Il donna de nouvelles indications au chauffeur et ils se dirigèrent vers le nocturne. Alors que le taxi serpentait dans le trafic du soir, Nina ressentit un étrange sentiment de libération. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de travail à reprendre le lendemain, pas de routine à suivre. C'était terrifiant, oui, mais aussi exaltant. Au club, la foule du soir commençait à arriver. Le propriétaire, David Leclerc, les accueillit chaleureusement et les conduisit dans une pièce privée à l'arrière. Des piles d'anciennes bandes magnétiques et de disques vinyles remplissaient les étagères. « Mon père a tout conservé », expliqua David en désignant la collection. Il a toujours dit qu'Élise Moreau était le talent le plus exceptionnel qu'il ait jamais entendu. Quand elle est rentrée en France, il l'a convaincue de se produire ici régulièrement. Il prit une bande étiquetée « Élise Moreau était 85 » et la plaça sur un vieil appareil. C'était sa dernière saison ici, avant qu'elle ne prenne sa retraite pour s'occuper de sa petite fille. Le cœur de Nina s'emballa, alors que David appuyait sur lecture. Il y eut un crépitement statique, puis le son d'une introduction de piano, et puis la voix de sa grand-mère, riche et chaleureuse, emplissant la pièce. « Cette chanson est pour ma petite Nina », annonça la voix d'Élise, qui me rappelle chaque jour que l'amour franchit toutes les frontières. Alors que la chanson commençait, une douce ballade jazz que Nina n'avait jamais entendue auparavant, les larmes coulèrent sur ses joues. Julien lui tendit discrètement un mouchoir, mais ne parla pas, lui laissant l'espace pour vivre ce moment. Pendant les 2 heures suivantes, ils écoutèrent des enregistrements d'Élise Moreau. David partagea les histoires que son père lui avait racontées sur la chanteuse antillaise qui avait captivé Dakar puis Paris avec sa voix et sa présence extraordinaires. Nina apprit des choses sur sa grand-mère qu'elle n'avait jamais sues. Comment elle était tombée amoureuse d'un musicien sénégalais à Dakar, bien que la relation n'ait pas duré, comment elle avait lutté contre la discrimination dans les 2 pays, comment elle avait refusé de plus grandes opportunités pour élever sa petite fille après la mort des parents de Nina. « Elle parlait de vous tout le temps, » dit David. « Elle était si fière de vous. » Au moment où ils partirent, emportant une boîte d'enregistrement copiée que David avait insisté pour que Nina prenne,
Il était presque minuit. Dehors, l'air de la nuit était frais et rempli des sons de la ville. « Merci », dit Nina à Julien alors qu'ils attendèrent leur taxi. « Ça a signifié plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Il sourit. « Je suis content. La musique de votre grand-mère a aussi beaucoup signifié pour ma famille. » Il y eut un silence confortable entre eux, le genre qui prend généralement des années à se développer. Nina se demanda ce qui pourrait arriver si elle permettait à cette connexion inattendue de grandir, si elle mettait de côté sa prudence et suivait où elle l'amènerait. Le taxi arriva, brisant le moment. Alors qu'ils roulèrent vers l'appartement de Nina, le téléphone de Julien sonna. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça », dit-il en s'excusant avant de répondre. Nina ne put s'empêcher d'entendre la conversation. D'après les réponses de Julien, elle comprit que c'était son père, et il n'était pas content. « Oui, père, je sais que la réunion est demain, » dit Julien, la voix tendue. « Le groupe d'investissement a accepté nos conditions. » Une pause. « Non, je n'ai pas oublié pourquoi je suis ici. » Une autre pause. « Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais fait passer mes intérêts personnels avant ceux de l'entreprise. » Quand il raccrocha, Julien parut troublé. « Tout va bien ?» demanda Nina. Il soupira. « Mon père. Il a entendu dire que j'avais été distrait pendant ce voyage. Apparemment, on lui a rapporté que je passais du temps avec quelqu'un ici. » Nina se tendit. « Comment pourrait-il savoir ça ? Le directeur de l'hôtel a probablement contacté notre siège social. Mon père a des espions partout. » Julien passa une main dans ses cheveux. « Il pense que je ne prends pas les affaires au sérieux. Est-ce le cas ? » demanda Nina doucement. Julien parut surpris par la question. « Bien sûr que oui. La chaîne hôtelière Saint-Germain est mon héritage, ma responsabilité. » Il marqua une pause. « Mais parfois je me demande s'il ne pourrait pas y avoir plus dans la vie que de simplement satisfaire les attentes de mon père. » Le taxi s'arrêta devant l'immeuble de Nina, un modeste complexe dans un quartier populaire. Julien le regarda, puis revint à Nina. « Puis-je vous revoir demain ?» demanda-t-il. « J'ai une dernière réunion le matin, mais après ça, je suis libre jusqu'à ce que mon vol parte à 9 heures. » Nina hésita. S'impliquer davantage avec Julien serait compliqué. Il vivait loin, elle vivait ici. Son monde était celui de la richesse et des privilèges. Le sien ne l'était pas. Et pourtant, « Oui, » dit-elle finalement, « j'aimerais bien. » Son sourire valait le risque. Le lendemain matin, Nina se réveilla tôt, l'esprit rempli de pensées sur les candidatures, les allocations chômage et l'assurance maladie. Mais sous les préoccupations pratiques, il y avait un frisson d'anticipation à l'idée de revoir Julien. Elle passa la matinée à mettre à jour son CV et à chercher des postes vacants dans les hôtels de la ville. À midi, elle avait postulé à 3 emplois, aucun aussi prometteur que celui que Julien avait mentionné dans son nouvel hôtel, mais Nina n'était pas encore prête à s'engager dans cette option. Vers 13 heures, son téléphone vibra avec un message de Julien. « Réunion en retard. Peut-on se voir à 15 heures au lieu de 14 heures ?» Nina répondit par l'affirmative, essayant d'ignorer le petit frisson qui la parcourut en voyant son nom sur son écran. Ce n'était pas un rendez-vous, se rappela-t-elle. Juste 2 personnes, avec une connexion inattendue qui passèrent du temps ensemble avant qu'il ne retourne à sa vraie vie à l'autre bout du monde. À 15 heures, Nina attendait devant son immeuble, vêtue d'un jean et d'une simple blouse bleue, les plus beaux vêtements décontractés qu'elle possédait. Quand la voiture de Julien s'arrêta, elle fut surprise de le voir conduire lui-même un cabriolet de location plutôt que d'être conduit dans la berline noire. « Je pensais que nous pourrions remonter la côte », expliqua-t-il alors qu'elle montait. « C'est mon dernier jour ici. J'ai envie de voir l'océan. » Ils roulèrent vers le nord, le long de la côte, l'océan s'étendant à l'infini à leur côté. Le toit était baissé et le vent dans leurs cheveux rendait la conversation difficile, mais le silence était confortable. Nina se détendit, appréciant le simple plaisir du soleil et des vues magnifiques. Finalement, ils s'arrêtèrent sur une petite plage isolée. Alors qu'ils marchèrent le long du rivage, Julien raconta à Nina sa réunion du matin. « Le groupe d'investissement a accepté de s'associer à nous pour le nouvel hôtel, » dit-il. « C'est une bonne affaire pour les 2 parties. Mon père devrait être satisfait. »« Mais vous n'avez pas l'air enchanté, » observa Nina. Julien ramassa une pierre lisse et la fit ricocher sur l'eau. « J'ai fait exactement ce pourquoi j'ai été envoyé ici. J'ai sécurisé l'investissement, représenté la famille, protégé l'héritage. » Il se tourna pour la regarder. « Alors pourquoi cela semble-t-il si vide ?» Nina n'eut pas de réponse. Au lieu de cela, elle demanda « Que feriez-vous si vous ne dirigiez pas la chaîne hôtelière de votre famille ?» La question sembla le surprendre. « Je n'y ai jamais pensé. L'entreprise a toujours été mon avenir. Jamais, même enfant,
Julien resta silencieux un instant, réfléchissant. Je voulais être photographe autrefois. Je prenais en douce l'appareil photo de ma mère et je photographiais tout, les gens dans la rue, les bâtiments, les paysages. Un petit sourire apparut sur son visage au souvenir. Mon père l'a découvert et a dit que c'était un passe-temps inutile. Il m'a retiré l'appareil. C'est triste, dit Nina doucement. Julien haussa les épaules. C'était un rêve d'enfant. Les hôtels sont ma responsabilité maintenant. Ça ne doit pas être l'un ou l'autre, fit remarquer Nina. Vous pourriez diriger les hôtels et continuer à prendre des photos. Mon père dirait qu'une attention divisée mène à l'échec dans les deux domaines. Nina regarda l'océan, pensant à sa propre dualité. La femme de chambre consciencieuse qui restait discrète contre la femme qui parlait 5 langues et rêvait de quelque chose de plus. Peut-être que votre père a tort, dit-elle finalement. Peut-être qu'être entier, honorer toutes les facettes de soi-même, vous rend en fait meilleur dans tout ce que vous faites. Julien étudia son visage, un mélange de surprise et d'admiration dans ses yeux. Personne ne me parle comme vous, Nina. Personne ne me défie de penser différemment. L'intensité de son regard fit s'emballer le cœur de Nina. Elle détourna les yeux, soudain consciente à quel point ils étaient proches, à quel point cette conversation était devenue intime. « Nous devrions rentrer, » dit-elle en faisant un pas en arrière. « Vous avez un vol à prendre. » Julien hocha la tête, bien qu'il semblât réticent à partir. Alors qu'il retournait à la voiture, il dit « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier, à propos de ne pas vouloir de ma charité. » Nina se tendit. « Je le pensais. Je sais. Et je respecte ça. » Il lui ouvrit la portière de la voiture. « Mais j'ai une proposition qui n'est pas de la charité. C'est des affaires. » Nina attendit qu'il continue alors qu'ils montèrent dans la voiture. « Ma chaîne hôtelière a besoin de quelqu'un pour créer un programme de formation culturelle pour notre personnel, expliqua Julien. Quelqu'un qui comprend les coutumes et qui peut enseigner aux employés comment s'adapter aux différences culturelles. Et vous pensez que je pourrais faire ça ? Demanda Nina avec scepticisme. Je sais que vous le pourriez. Vous faites le pont entre les cultures sans effort. Vous comprenez les gens. Il se tourna vers elle. Ce serait un poste de consultant pour commencer, bien rémunéré, avec des horaires flexibles. Vous pourriez travailler à distance, mais il y aurait quelques déplacements, y compris à l'étranger. L'offre était tentante, plus que tentante. C'était exactement le genre de travail significatif que Nina avait toujours voulu, mais n'avait jamais cru pouvoir avoir. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous devez connaître des dizaines de personnes qualifiées. Parce que je fais confiance à votre instinct, et parce que... » Il hésita, puis continua. « Parce que je ne suis pas prêt à ce que notre connexion se termine quand je monterai dans cet avion ce soir. » L'aveu resta suspendu entre eux. Le côté pratique de Nina criait prudence. Mais son cœur, la partie d'elle qui était la petite fille d'Élise Moreau, lui soufflait de tenter sa chance. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Mais j'aurais besoin de voir une offre formelle, des détails sur le poste, la rémunération, les attentes. » Julien hocha la tête, visiblement ravi qu'elle n'ait pas rejeté l'idée d'emblée. « Bien sûr, je demanderai à mon équipe de vous préparer une proposition et de vous l'envoyer par courriel. » Alors qu'ils retournèrent vers la ville, le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de brillants oranges et roses. Nina ne put s'empêcher de penser à quel point sa vie avait été différente il y a seulement 2 jours, sûre, prévisible et petite. Maintenant, tout était incertain, effrayant et rempli de possibilités qu'elle ne s'était jamais permise d'imaginer. Quand ils atteignirent son appartement, Julien se gara mais ne fit aucun mouvement pour sortir de la voiture. « Mon vol part dans 3 heures, » dit-il doucement. « Je sais. » Il se tourna vers elle. « Je veux que vous sachiez que ceci, vous rencontrer ces derniers jours, a signifié quelque chose pour moi, quelque chose d'important. » Nina hocha la tête, la gorge serrée par une émotion qu'elle ne comprenait pas entièrement. « Ça a signifié quelque chose pour moi aussi. » Julien tendit lentement la main et prit la sienne. Son toucher était chaud, doux. « Quelle que soit votre décision concernant l'offre d'emploi, j'espère que ce n'est pas un adieu. »« Ça n'a pas à l'être, » dit Nina doucement. Pendant un instant, ils se regardèrent, tous deux conscients de la connexion fragile entre eux, une connexion qui n'avait aucun droit d'exister entre un héritier d'un empire hôtelier français et une femme de chambre antillaise, et pourtant elle existait. Puis Julien se pencha et l'embrassa. C'était bref, doux, presque hésitant, une question plus qu'une déclaration. Quand il se recula, ses yeux cherchèrent les siens. Nina savait qu'elle devrait être prudente, qu'elle devrait protéger son cœur contre cette situation impossible. Mais les mots de sa grand-mère lui revinrent à l'esprit. La plus belle musique se fait quand on arrête de s'inquiéter de jouer de fausses notes. Alors Nina se pencha et l'embrassa en retour,
se permettant de ressentir toutes les émotions compliquées que cet homme avait éveillées en elle. Quand ils se séparèrent enfin, Antoine posa son front contre le sien. « Je dois partir, murmura-t-il. « Je sais. » Il lâcha sa main à contre-cœur et démarra la voiture. « Je t'appelle quand j'atterris à Singapour. » Nina hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Alors qu'elle regardait sa voiture s'éloigner, Nina ressentit un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Si l'offre d'emploi se concrétiserait, si leur lien pourrait survivre à la distance et aux différences culturelles, si elle n'était pas incroyablement naïve d'envisager de telles possibilités. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait pleinement vivante, pleinement elle-même. De retour dans son appartement, Nina écouta l'un des enregistrements de sa grand-mère Élise Dubois, une chanson sur le fait de prendre des risques et de faire confiance à son cœur. Tandis que la voix chaleureuse d'Élise remplissait le petit espace, Nina imagina sa grand-mère lui souriant de là-haut. « Je t'entends, mamie, » murmura-t-elle. « J'écoute. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant précis, Antoine était assis à l'aéroport, prenant une décision qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Au lieu d'embarquer pour son vol à destination de Singapour, il était au téléphone avec son père, lui tenant tête pour la première fois de sa vie. « Non, père, » disait-il fermement, « je ne reviens pas tout de suite. Il y a quelque chose d'important que je dois faire ici d'abord. » Il marqua une pause, écoutant la réponse furieuse. « Oui, je sais ce qui est en jeu, mais pour une fois, je dois suivre ma propre voie. » Alors qu'il raccrochait, Antoine regarda le tableau des départs, puis la sortie. Avec une profonde inspiration, il fit son choix, se détournant de la porte d'embarquement et retournant vers les portes du terminal, vers Nina, vers la possibilité d'une vie déterminée par son propre cœur, plutôt que par les attentes de son père. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le téléphone de Nina vibra, annonçant un SMS provenant d'un numéro international inconnu. C'était de Monsieur Louis Moreau, le père d'Antoine. « Restez loin de mon fils. Quel est votre prix ?» Nina fixa le message sous le choc, son bonheur momentané brisé par la froide réalité de ce à quoi elle était confrontée. Le monde d'Antoine était si différent du sien, et de puissantes forces étaient déterminées à ce qu'il en soit ainsi. La question était maintenant de savoir si ce qui avait commencé entre eux était assez fort pour résister à ces forces, et si Nina et Antoine étaient assez courageux pour le découvrir. Nina fixa son téléphone, relisant le SMS du père d'Antoine. « Restez loin de mon fils. Quel est votre prix ?» Son premier instinct fut la colère. Pensait-il vraiment qu'elle en voulait à l'argent d'Antoine? Qu'elle pouvait être achetée comme une vulgaire croqueuse de diamants? Elle jeta le téléphone sur son canapé et fit les 100 pas dans son petit salon, essayant de se calmer. Quelques heures auparavant, elle s'était sentie pleine d'espoir quant au lien qu'elle et Antoine avaient été tissés. Maintenant, la réalité s'écroulait autour d'elle. À quoi pensait-elle? Leur monde était trop différent. Sa famille ne l'accepterait jamais. Son téléphone sonna, la surprenant. C'était Antoine. Nina hésita puis répondit « Nina, c'est moi », dit Antoine, sa voix pressée et excitée. « Je ne suis pas monté dans l'avion. » Son cœur rata un battement. « Quoi? Pourquoi pas? » « Parce que je ne pouvais pas laisser les choses ainsi entre nous. Nous avons besoin de plus de temps pour comprendre ce que c'est. » Nina ferma les yeux, déchirée entre la joie de sa décision et la peur des complications qu'elle apporterait. « Antoine, ton père vient de m'envoyer un message. » Il y eut un silence. « Mon père? Qu'est-ce qu'il a dit? » « Il m'a dit de rester loin de toi. Il m'a proposé de me payer pour que je te quitte. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Finalement, Antoine parla, sa voix tendue de colère. « Je suis tellement désolé, Nina. C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas monter dans cet avion. Mon père pense qu'il peut tout contrôler et tout le monde avec de l'argent. » Il marqua une pause. « Qu'est-ce que tu lui as dit? »« Rien encore, » admit Nina. « J'étais trop sous le choc pour répondre. »« Ne réponds pas, » dit fermement Antoine. « C'est entre lui et moi. Est-ce que je peux venir? Nous devons en parler en personne. » Nina regarda autour de son petit appartement, soudain gênée par ses meubles usés et la peinture écaillée. Mais c'était absurde. Si Antoine était sérieux quant à l'idée de la connaître vraiment, il devait voir sa vraie vie. « Ah oui, » dit-elle, « je t'envoie l'adresse par message. » 45 minutes plus tard, on frappa à sa porte. Nina prit une profonde inspiration et ouvrit pour trouver Antoine debout, toujours dans son costume de travail, mais froissé et fatigué. « Salut, » dit-il simplement. « Salut, » répondit-elle, reculant pour le laisser entrer. Antoine entra dans son appartement, jetant un œil autour de lui avec intérêt, mais sans le moindre signe de jugement. Son regard s'attarda sur la petite collection de photos encadrées sur son mur, principalement celle de sa grand-mère. « J'aime bien chez toi, dit-il.
Ça te ressemble. Nina sourit, malgré sa nervosité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. Ils s'assirent sur son vieux canapé, la tension entre eux palpable. Antoine tendit la main vers la sienne. « J'ai quelque chose à te dire », commença-t-il. « Après t'avoir quitté, j'ai appelé mon père pour lui dire que je prolongeais mon séjour à Lyon. Il était furieux. Il a dit que je négligeais mes responsabilités envers l'entreprise. » La mâchoire d'Antoine se crispa. Puis il a dit qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles je passais du temps avec une femme de chambre d'hôtel et que je devais me ressaisir. Nina grimaça devant le dédain implicite dans ces mots. « Je n'ai jamais tenu tête à mon père auparavant, » continua Antoine. « Mais quand il a parlé de toi de cette façon, quelque chose en moi a basculé. Je lui ai dit que mes fréquentations ne le regardaient pas. » Il lui serra la main. « C'est là que j'ai décidé de ne pas monter dans l'avion. »« Qu'est-ce que cela signifie, exactement ?» demanda Nina avec prudence. « Cela signifie que je reste à Lyon pendant un certain temps. J'ai un appartement de fonction ici, que l'entreprise met à la disposition des dirigeants. Je travaillerai à distance. » Il la regarda dans les yeux. « Et cela signifie que je veux voir où cela nous mène sans l'ingérence de mon père. » Nina voulait croire que cela pouvait être aussi simple, mais des doutes la rongeaient. « Antoine, ton père ne m'approuve clairement pas. Et s'il est prêt à essayer de me payer pour que je parte, qui sait ce qu'il pourrait faire d'autre ? Laisse-moi m'occuper de mon père, » dit Antoine. « J'ai 32 ans. Il est temps que je commence à prendre mes propres décisions. »« Mais ta famille, ton entreprise, seront toujours là, » acheva-t-il pour elle. « Je n'abandonne pas mes responsabilités. Je prends juste de l'espace pour moi, pour la première fois. » Il y avait quelque chose d'excitant et de terrifiant dans sa détermination. Nina avait passé des années à jouer la sécurité et regarder où cela l'avait menée, renvoyée d'un emploi sans avenir et vivant au jour le jour. Il était peut-être temps qu'elle prenne aussi des risques. « D'accord, » dit-elle finalement. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Antoine sourit, le soulagement se répandant sur son visage. « Maintenant, nous apprenons à nous connaître, vraiment, sans directeur d'hôtel ni attente familiale planant au-dessus de nous. » Nina hocha la tête, sentant un frisson d'espoir. « J'aimerais ça. »« Bien, » dit-il, se penchant pour l'embrasser doucement, « parce que je n'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant, et je ne suis pas prêt à y renoncer. » Au cours de la semaine suivante, Nina et Antoine passèrent chaque jour ensemble, explorant Lyon comme s'ils étaient tous deux des touristes. Ils visitèrent des musées et les berges du Rhône, mangèrent dans de petits restaurants typiques et parlèrent pendant des heures de leur vie, de leurs rêves, de leurs peurs. Nina apprit que sous l'extérieur du sérieux homme d'affaires qu'était Antoine, se cachait un homme réfléchi, parfois joueur, qui aimait la photographie et le jazz et avait un sens de l'humour pince sans rire. Elle lui raconta comment elle avait grandi avec sa grand-mère après la mort de ses parents, ses années d'études de langues à l'université et les rêves qu'elle avait mis de côté lorsque la réalité financière l'avait rattrapée. Un soir, ils s'assirent sur le balcon de l'appartement de fonction d'Antoine, contemplant les lumières de la ville. Nina avait passé la journée à postuler à des emplois, avec peu de succès. « Des nouvelles des endroits où tu as postulé ?» demanda Antoine. Nina secoua la tête. « Rien encore, mais ça ne fait qu'une semaine. » Elle hésita. « J'ai réfléchi à ton offre d'emploi. » Antoine se redressa. « Le poste de consultant culturel ? Mon équipe a envoyé la proposition formelle hier. Tu l'as reçue ? » « Oui, » confirma Nina. « C'est généreux, presque trop généreux. » Le salaire était le triple de ce qu'elle avait gagné à l'hôtel, avec des avantages sociaux et les frais de déplacement inclus. Le poste semblait parfait. Développer des programmes de formation pour aider le personnel des hôtels du groupe Moreau à comprendre les différences culturelles et à mieux servir les clients. « Ce n'est pas de la charité », insista Antoine, lisant son hésitation. « C'est un poste légitime que nous devons pourvoir. Le fait que tu sois parfaite pour cela n'est qu'une heureuse coïncidence. » Nina sourit avec scepticisme. « Vraiment ? Ou as-tu créé ce poste pour moi ?» Antoine eut la décence d'avoir l'air légèrement embarrassé. « Le besoin est réel, » dit-il. « La façon dont nous avons structuré le poste a peut-être été influencée par tes talents spécifiques. » Nina apprécia son honnêteté. « Je suis tentée, » admit-elle. « Mais je m'inquiète de ce que les gens diront, que j'ai obtenu ce poste en couchant avec toi, que je ne suis là que grâce à ma relation avec toi. Les gens parleront toujours, » dit Antoine, lui prenant la main. « La question est de savoir si nous allons laisser leurs paroles nous empêcher de faire ce qui nous semble juste. » Avant que Nina ne puisse répondre, le téléphone d'Antoine sonna. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « C'est mon père. Encore. » Il appelait quotidiennement, chaque conversation plus tendue que la précédente. « Je devrais prendre cet appel. » Nina hocha la tête et entra pour lui laisser de l'intimité.
À travers les portes vitrées, elle pouvait voir l'expression d'Antoine s'assombrir tandis qu'il parlait. Sa voix monta, passant rapidement de l'anglais à l'allemand. Finalement, il raccrocha et rentra, le visage sombre. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Nina. « Mon père vient à Lyon » dit Antoine d'un ton neutre. « Il sera là demain. » Nina sentit un frisson la parcourir. « À cause de moi ?»« En partie, » admit Antoine, « mais aussi à cause de certains dossiers d'acquisition pour lesquels j'ai retardé les décisions. » Il passa une main dans ses cheveux. Il dit qu'il doit gérer la situation personnellement. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Antoine lui prit les mains. Cela signifie que les choses pourraient se compliquer. Mon père a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Mais il faut que tu saches que je ne le laisserai pas se mettre entre nous. Nina voulait le croire, mais le doute s'insinua. Antoine aimait et respectait clairement son père, malgré leurs différences. Comment réagirait-il s'il était forcé de choisir? Le lendemain, Nina était dans son appartement, relisant la proposition d'emploi, quand son téléphone sonna. C'était Antoine. « Le vol de mon père vient d'atterrir », dit-il sans préambule. « Il vient directement à mon appartement de fonction pour une réunion. Tu veux que je vienne ?» proposa Nina, bien que l'idée de faire face au père d'Antoine la terrifia. « Non », dit rapidement Antoine. « Laisse-moi m'en occuper d'abord. Je t'appelle plus tard. » Après qu'ils eurent raccroché, Nina tenta de se distraire avec des candidatures, mais son esprit ne cessait de revenir à Antoine et à la confrontation qui se déroulait à l'autre bout de la ville. Que disait son père? Antoine défendait-il leur relation ou était-il en train d'être convaincu d'y mettre fin? Des heures passèrent, sans nouvelles d'Antoine. Nina vérifiait son téléphone obsessivement, sursautant chaque fois qu'il vibrait, seulement pour trouver des spams ou des notifications de réseaux sociaux. En soirée, ses nerfs étaient à vif. Finalement, vers 20 heures, on frappa à sa porte. Nina se précipita pour ouvrir, s'attendant à trouver Antoine, mais découvrit à la place un homme d'un certain âge, impeccablement vêtu, debout dans le couloir. Il avait les yeux d'Antoine et la même mâchoire forte, mais son expression était froide et jaugeante. « Mademoiselle Dubois, dit-il dans un français impeccable, je suis Louis Moreau, le père d'Antoine. Puis-je entrer ?» Le cœur de Nina battait la chamade, mais elle recula pour lui permettre d'entrer. Elle ne montrerait pas sa peur. « Ah ouais, Antoine ?» demanda-t-elle tandis que M. Moreau examinait son petit appartement. « Mon fils s'occupe de questions commerciales urgentes, » répondit M. Moreau avec fluidité. « Il ne sait pas que je suis ici. Ce n'était pas bon signe. » Nina désigna son canapé. « Je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous du thé ?» M. Moreau hocha la tête. Ce serait acceptable. Tandis que Nina préparait le thé dans sa minuscule cuisine, elle essaya de calmer ses pensées qui s'emballaient. Pourquoi le père d'Antoine était-il ici? Que voulait-il d'elle? Quand elle revint avec 2 tasses de thé, M. Moreau examinait une photographie de sa grand-mère. « Cette femme, dit-il, désignant la photo. C'est votre grand-mère? La chanteuse. » Nina fut surprise par la question. « Oui, Élise Dubois. » M. Moreau hocha lentement la tête. « Je l'ai vue se produire une fois, à l'Olympia en 1978. Elle était très talentueuse. » Nina ne s'attendait pas à ce lien personnel. « Merci, dit-elle, posant son thé. Elle aimait beaucoup se produire à Paris. » M. Moreau reposa la photographie et se tourna pour faire face directement à Nina. « Mademoiselle Dubois, je vais être direct. Mon fils est l'héritier du groupe Moreau. Il a des responsabilités envers notre famille et notre entreprise qui s'étendent sur des générations. Son avenir ne lui appartient pas à lui seul de décider. » Nina soutint son regard avec fermeté. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Moreau, Antoine est un adulte. Il peut faire ses propres choix. Peut-il » Monsieur Moreau haussa un sourcil. « Il a été formé depuis l'enfance à diriger notre entreprise. Il ne connaît rien d'autre, rien de la lutte ou du sacrifice. » Il jeta un regard appuyé autour de son modeste appartement. « Rien de votre monde. » Les mots la piquèrent, car il faisait écho à ses propres doutes. « Vous ne pensez pas que des gens de mondes différents peuvent se comprendre? La compréhension n'est pas le problème, » dit M. Moreau avec dédain. « Le problème est l'adéquation. Mon fils a besoin d'une partenaire qui puisse l'aider à naviguer dans les cercles d'affaires et sociaux où il doit évoluer. Quelqu'un qui comprenne nos traditions, nos obligations. » Il se pencha en avant. « Vous êtes une femme intelligente, mademoiselle Dubois. Vous voyez sûrement que cette lubie ne peut pas durer. » Nina sentit la colère monter en elle. « Vous ne savez rien de ce qu'il y a entre votre fils et moi. »« Je connais mon fils, » rétorqua M. Moreau. « Il a toujours été idéaliste, romantique. C'est pourquoi je dois être pragmatique pour nous deux. » Il tendit la main dans sa veste et en sortit un chéquier. « Vous n'avez pas répondu à mon message. Alors je vais vous faire l'offre en personne. Dites votre prix pour mettre fin à cette relation maintenant. »
Avant qu'elle n'aille plus loin, Nina se leva, tremblante d'indignation. « Il n'y a pas de prix, monsieur Moreau. Je ne suis pas intéressé par votre argent. » Monsieur Moreau parut sincèrement perplexe. « Tout le monde a un prix, mademoiselle Dubois. Il s'agit simplement de trouver le bon chiffre. » Il écrivit sur le chèque et le lui tendit. « 1 million d'euros vous convaincrait-il? Vous pourriez commencer une nouvelle vie où bon vous semble. » Nina fixa le chèque, momentanément stupéfaite par le montant. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en 20 ans. Avec cela, elle pourrait rembourser ses prêts étudiants, acheter une maison, peut-être même lancer sa propre entreprise. Mais cela se ferait au prix de son respect d'elle-même, et au prix de ce qu'elle et Antoine pourraient construire ensemble. « Non, » dit-elle fermement, ne prenant pas le chèque, « je ne me laisserai pas acheter. » L'expression de M. Moreau se durcit. « Alors peut-être serez-vous persuadé par autre chose. » Il remit le chéquier dans sa veste. « Le poste de mon fils dans notre entreprise n'est pas garanti. S'il poursuit cette relation avec vous, je serai forcé de reconsidérer son rôle futur. Le conseil d'administration me soutiendrait en cela. » Nina sentit son sang se glacer. « Vous déshériteriez votre propre fils? Je protégerai l'héritage de notre famille, » corrigea M. Moreau. « Antoine a un cousin plus jeune qui est tout à fait capable. La succession pourrait être modifiée. »« C'est du chantage, » dit Nina, la colère remplaçant sa peur. « C'est des affaires, » répondit froidement M. Moreau. « Et de la famille. 2 choses dont vous ne savez rien. » Avant que Nina ne puisse répondre, la porte de son appartement s'ouvrit en grand. Antoine se tenait dans l'embrasure, le visage masqué par la fureur. « Père, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « que faites-vous ici ?» M. Moreau se tourna calmement. « J'ai une conversation privée avec mademoiselle Dubois. Comment avez-vous su où me trouver ?»« Votre chauffeur me l'a dit, » dit Antoine, entrant dans l'appartement, « après que j'ai appelé tous les hôtels de la ville pour vous chercher. » Il regarda Nina. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, bien qu'elle se sentît secouée. Antoine se tourna de nouveau vers son père. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» Monsieur Moreau se leva, ajustant sa veste de costume. « J'ai simplement fait remarquer les réalités de votre situation et proposé à mademoiselle Dubois un arrangement généreux pour qu'elle poursuive son avenir ailleurs. » Les yeux d'Antoine lancèrent des éclairs. « Vous avez essayé de la payer pour qu'elle parte? Encore? C'est la solution pragmate, » dit Monsieur Moreau, impassible. « Cette relation ne peut pas continuer. Vous le savez, mon fils. Vous avez des responsabilités. Mes responsabilités n'incluent pas de sacrifier mon bonheur pour satisfaire votre idée d'une union convenable, » rétorqua Antoine. La façade calme de M. Moreau se fissura légèrement. « Le bonheur? Vous parlez comme un enfant. Notre famille a construit quelque chose qui s'étend sur des générations. Risqueriez-vous tout cela pour une femme que vous avez rencontrée il y a 2 semaines, une femme de chambre d'hôtel ?» Nina tressaillit au dédain dans sa voix. Antoine s'approcha d'elle, sa main trouvant la sienne. « Je ne vous laisserai pas parler de Nina de cette façon, » dit-il fermement. « Elle est intelligente, gentille et plus authentique que quiconque dans notre cercle social. Elle me comprend d'une manière que personne d'autre n'a jamais comprise. » Monsieur Moreau secoua la tête. « Vous êtes aveuglé par un caprice. Cela passera. »« Et si ça ne passe pas ?» défia Antoine. « Que ferez-vous alors, père? Allez-vous vraiment me couper de la famille, de mon droit d'aînesse ?» Pendant un instant, le père et le fils se regardèrent, ni l'un ni l'autre ne voulant céder. Nina se sentit prise au milieu d'une bataille qui couvait depuis des années avant qu'elle n'entre en scène. Finalement, M. Moreau parla. « Vous avez 1 semaine, Antoine. Retournez à Singapour avec moi et reprenez votre place légitime dans l'entreprise, ou faites face aux conséquences de votre choix. » Il se tourna vers Nina. « Mademoiselle Dubois, je vous suggère de considérer mon offre attentivement. Elle ne sera pas répétée. » Sur ce, il sortit, fermant la porte derrière lui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nina lâcha la main d'Antoine et s'éloigna, ayant besoin d'espace pour réfléchir. « Je suis désolé, » dit Antoine doucement. « Je n'avais aucune idée qu'il viendrait ici. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit Nina, bien que sa voix fût tremblante. « Mais Antoine, il est sérieux. Il va te couper de ta famille, de ton héritage, de tout ce pour quoi tu as travaillé. » Antoine fit les 100 pas dans le petit salon, agité. « Qu'il essaie. J'ai mon propre argent. J'ai des compétences. Je ne suis plus un enfant qui a besoin de son approbation. » « Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, » argumenta Nina. « Ça reste ta famille, ton héritage, tout ce que tu as appris à valoriser. Certaines choses valent plus, » dit Antoine, s'arrêtant pour la regarder. « Ce que nous avons trouvé ensemble ces 2 dernières semaines, je ne me suis jamais senti aussi vu, aussi compris. Et toi ?» Nina ne put le nier. Il y avait quelque chose entre eux qui défiait toute explication, un lien qui s'était formé instantanément
et approfondie à chaque conversation. « Non, admit-elle. Mais Antoine, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Tu ne le serais pas, insista-t-il, lui prenant les mains. Tu serais la raison pour laquelle j'ai trouvé quelque chose de mieux. » Sa certitude était à la fois excitante et terrifiante. Une partie de Nina voulait croire que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. Mais une autre partie, la partie pragmatique qui avait survécu à la pauvreté et à la perte, savait que la vie n'était pas un conte de fées. « Et si ton père a raison ?» demanda-t-elle doucement. « Et si ce n'est qu'un caprice? 2 semaines, ce n'est pas très long, Antoine. Et si tu te réveilles dans 1 mois ou 1 an et que tu regrettes d'avoir abandonné ta famille pour moi ?» Le visage d'Antoine se décomposa. « Tu crois vraiment que ce n'est que ça ?» Nina hésita. « Je ne sais pas. Comment l'un de nous peut-il en être sûr? Nous venons de mondes complètement différents. Peut-être sommes-nous juste emportés par l'excitation de quelque chose de nouveau et d'interdit. »« Alors qu'est-ce que tu dis ?» demanda Antoine, la voix tendue. « Qu'on devrait arrêter ça maintenant. Que mon père gagne. Je dis que nous devons être réalistes, » répondit Nina, la poitrine douloureuse à chaque mot. « Ton père t'a donné 1 semaine pour décider. Peut-être devrions-nous prendre ce temps pour vraiment réfléchir à ce que nous faisons, pour savoir si ça en vaut le prix. » Antoine la fixa, la douleur et la confusion dans ses yeux. « Je pensais que tu ressentais ce que je ressens. »« C'est le cas, » dit Nina, les larmes aux yeux. « Mais les sentiments ne suffisent pas toujours, Antoine. Parfois, la vie est plus compliquée que ça. » Il recula, son expression se refermant. « Je vois. Alors, tu as déjà pris ta décision. »« Non, » protesta Nina. « Je dis juste que nous devrions prendre un peu de temps pour réfléchir, pour être sûrs. » Antoine hocha la tête, raidement. « D'accord, du temps. Nous allons prendre du temps. » Il se dirigea vers la porte. « Je devrais partir. »« Antoine, attends. » Mais il était déjà parti, la porte se refermant derrière lui avec un clic silencieux qui, étrangement, lui fit plus mal qu'un claquement n'aurait pu le faire. Nina s'effondra sur son canapé, les larmes coulant sur son visage. Elle avait fait ce qui était censé, ce qui était juste. Alors, pourquoi cette sensation d'étrangeté? Le lendemain matin, Nina fut réveillée par un message de Julien. « Je suis désolé d'être parti comme ça. Tu as raison. Nous avons besoin de temps pour réfléchir. Peut-on se parler ce soir ?» Un soupir de soulagement la traversa. Elle répondit « Oui, viens à 19 h. » Avec des heures à tuer avant de le revoir, Nina décida de se rendre au Mélodies Dorées, un club de jazz. Elle avait besoin de se vider l'esprit, et être entourée de la musique de sa grand-mère l'aidait toujours à réfléchir. David Dubois l'accueillit chaleureusement à son arrivée. « Nina, quelle joie de te revoir. Comment avancent ces enregistrements ?»« Ils sont magnifiques, » dit-elle sincèrement. « Je ne vous remercierai jamais assez de les avoir partagés avec moi. » David hocha la tête. « La musique de votre grand-mère mérite d'être entendue. À ce propos, j'ai autre chose pour vous. » Il la conduisit à son bureau et sortit une vieille boîte de classement poussiéreuse. « J'ai trouvé ceci dans notre entrepôt. Des lettres que votre grand-mère a écrites à mon père au fil des ans. » Les yeux de Nina s'écarquillèrent. « Des lettres? Je ne savais pas qu'ils étaient restés en contact. »« Oh oui, ils sont restés de proches amis jusqu'à la fin, » dit David en lui tendant la boîte. « Je pense qu'elle aurait voulu que vous les ayez. » De retour à son appartement, Nina passa l'après-midi à lire les lettres. Elles couvraient des décennies, depuis l'époque de sa grand-mère à Tokyo jusqu'à ses dernières années à Nice. À travers elles, Nina découvrit une facette de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, ses difficultés face à la discrimination au Japon, sa passionnante histoire d'amour avec un musicien japonais, sa difficile décision de retourner en France pour l'élever après l'accident de ses parents. Une lettre en particulier attira son attention. Datée d'1 an seulement avant la mort de sa grand-mère, elle disait « Samuel, mon vieil ami, parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté à Tokyo avec Hiroshi. Si j'avais eu le courage de défier les regards, les murmures, la désapprobation de sa famille, aurions-nous trouvé le bonheur ensemble malgré tout, ou le poids de 2 mondes qui s'entrechoquent aurait-il écrasé ce que nous avions? Je ne le saurais jamais. Mais je sais ceci, quand je regarde ma Nina, je vois une jeune femme qui un jour se retrouvera à son propre carrefour, et j'espère que, le jour venu, elle choisira le courage plutôt que la peur, l'amour plutôt que la sécurité, le chemin inconnu plutôt que celui qui lui est familier. Parce que la musique qui joue dans nos cœurs ne résonne qu'une seule fois. Si nous ne dansons pas quand elle nous appelle, nous risquons de passer toute une vie dans le silence. Toujours, Éléonore? Nina relut la lettre encore et encore, les larmes coulant sur son visage. C'était comme si sa grand-mère lui parlait directement à travers le temps, lui donnant la permission de faire le grand saut qu'elle craignait de faire. À cette heure, Julien arriva, l'air fatigué mais déterminé. Ils s'assirent ensemble sur le canapé de Nina, la lettre toujours serrée dans sa main.
J'ai pensé toute la journée, commença Julien. À nous, à ce que mon père a dit. Nina hocha la tête. C'est moi aussi. Et j'ai réalisé quelque chose, continua Julien. Toute ma vie, j'ai essayé d'être le fils que mon père voulait. J'ai travaillé plus dur, étudié plus longtemps, sacrifié mes propres rêves pour réaliser les siens. Il prit une profonde inspiration. Mais quand je suis avec toi, je me sens moi-même pour la première fois. Pas Julien Lefebvre, héritier de Lefebvre International. Juste Julien. Un homme qui aime la photographie, le jazz et discuter avec une femme qui voit au-delà des apparences. Nina sentit son cœur s'emballer à ces mots. « Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas te perdre. » Il lui prit les mains. « Si mon père me force à choisir, je te choisis toi, je nous choisis. » Nina baissa les yeux vers la lettre de sa grand-mère, puis regarda Julien. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, » dit-elle, en lui tendant la lettre. Ma grand-mère l'a écrite avant de mourir. Julien la lut en silence, son expression s'adoucissant. Quand il eut fini, il leva les yeux vers Nina, la compréhension dans le regard. « Elle était sage, » dit-il simplement. « Elle l'était, » acquiesça Nina. « Et elle avait raison. J'ai vécu ma vie en sécurité, cachant mes talents, évitant les liens parce que j'avais peur d'être blessée ou déçue. » Elle se rapprocha de lui. « Mais depuis que je t'ai rencontrée, je me suis sentie plus vivante que je ne l'ai été depuis des années, et je ne veux pas retourner à une simple existence. » Julien la serra dans ses bras, la tenant fort. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il contre ses cheveux. Nina recula pour le regarder. « Nous prenons un risque, ensemble, mais nous le faisons les yeux ouverts. C'est ce que ça veut dire. Cela signifie que je ne te demande pas de renoncer à ta famille ou à ton héritage, » expliqua Nina. « Ces choses font partie de qui tu es, et je ne voudrais jamais que tu les perdes. Mais peut-être y a-t-il un chemin qui ne t'oblige pas à choisir entre ta famille et ton bonheur. » Julien semblait sceptique. Mon père a été plutôt clair sur sa position. « Oui, mais cela ne signifie pas que ça ne peut pas changer, » dit Nina. « Peut-être avons-nous besoin de lui montrer, plutôt que de lui dire que ce que nous avons est réel, que cela te rend plus fort, pas plus faible. Et comment faisons-nous ça ?» Nina réfléchit un instant. « Je pense que je devrais accepter le poste que tu m'as offert, pas à cause de notre relation, mais parce que j'ai les qualifications pour. Je prouverai ma valeur à l'entreprise par mes propres mérites. Et je retournerai à Tokyo avec mon père, » ajouta Julien, comprenant son plan. « Je prendrai ma place dans l'entreprise, mais à mes conditions. Je lui montrerai que je peux être à la fois un bon fils et mon propre homme. Nous serons séparés un moment, » reconnut Nina, le cœur serré à cette pensée. « Mais nous nous rendrons visite. Nous nous parlerons tous les jours. Nous nous donnerons le temps d'être sûrs que cela est réel, et nous donnerons à ton père le temps de voir que je ne suis pas une menace pour son héritage. » Julien lui prit le visage entre ses mains. « Tu es sûr ? Les relations à distance ne sont pas faciles. »« Rien de ce qui vaut la peine ne l'est, » répondit Nina, citant un autre des dictons préférés de sa grand-mère. Julien sourit, puis l'embrassa profondément. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Nous avons 5 jours avant que mon père n'attende une réponse. Faisons en sorte qu'il compte. » Les 5 jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nina et Julien passèrent chaque instant ensemble, parlant, planifiant, s'aimant. Ils retournèrent aux Mélodies dorées, où Nina chanta l'une des chansons de sa grand-mère sur la même scène où Éléonore avait jadis chanté. Ils visitèrent la plage, où ils avaient eu leur première vraie conversation. Ils prirent des photographies dans toute la ville, Julien apprenant à Nina à voir le monde à travers l'objectif d'un appareil photo. Et ils firent l'amour, s'explorant mutuellement avec une tendresse et une passion qui les laissèrent tous deux à bout de souffle, conscients que chaque toucher devait les soutenir à travers la séparation à venir. La nuit précédant la rencontre de Julien avec son père, ils étaient assis sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de la ville. « J'ai accepté le poste, » lui dit Nina. « Je commence dans 2 semaines. » Julien lui serra la main. « Je suis content. Tu vas être formidable. Et j'ai décidé de sous-louer mon appartement et d'utiliser une partie de ma première paie pour visiter Tokyo le mois prochain, » ajouta-t-elle. « Je veux voir où tu as grandi, rencontrer tes amis, comprendre ton monde. » Julien lui embrassa la main. « J'ai hâte de tout te montrer. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable, pensant tous deux aux défis à venir. « Penses-tu que ton père nous acceptera un jour ?» demanda Nina finalement. Julien soupira. « Honnêtement, je ne sais pas, il est têtu, traditionnel, mais il n'est pas sans cœur. S'il voit que je suis plus heureux, plus efficace au travail, plus épanoui grâce à toi, peut-être, avec le temps. » Nina hocha la tête, espérant qu'il avait raison. « Et s'il ne le fait pas ? Alors nous trouverons une solution, » dit Julien simplement. « Ensemble. » Le lendemain matin, Julien rencontra son père à son hôtel. Nina attendait anxieusement dans son appartement, sursautant chaque fois que son téléphone vibrait,
Les heures passèrent, sans nouvelles. Elle tenta de se distraire en relisant les lettres de sa grand-mère, trouvant du réconfort dans la sagesse et le courage d'Éléonore. Finalement, vers midi, on frappa à sa porte. Nina se précipita pour ouvrir, trouvant Julien qui se tenait là avec une expression illisible. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en le tirant à l'intérieur. Julien prit une profonde inspiration. « J'ai tout dit à mon père, à propos de notre plan, de ce que je ressens, de qui je veux être. Et il a été étonnamment calme, dit Julien, semblant toujours confus. Il a écouté tout ce que j'ai dit sans m'interrompre. Puis il m'a demandé si j'étais sûr de toi, si ce que je ressentais était réel. » La voix de Julien s'adoucit. Je lui ai dit que c'était la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. Nina retint son souffle. Qu'a-t-il dit à cela? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, répondit Julien. Mais il a accepté de me laisser essayer à ma manière. Je retournerai à Tokyo avec lui demain. Je prouverai que je peux diriger l'entreprise sans sacrifier qui je suis. Et dans 3 mois, si les choses fonctionnent, il reconsidérera sa position envers nous. Nina sentit une vague de soulagement la submerger. Ce n'était pas de l'acceptation, mais c'était un début, une chance. 3 mois, ce n'est pas si long, dit-elle, bien que son cœur souffrît à l'idée d'être séparé de Julien ne serait-ce qu'1 jour. Ça passera vite, acquiesça Julien, la serrant contre lui. Et puis, si mon père refuse toujours de nous accepter, nous ferons un nouveau plan. Mais je ne t'abandonnerai pas, Nina, ni pour lui, ni pour l'entreprise, ni pour rien au monde. Nina leva les yeux vers lui, voyant la détermination dans ses yeux, sentant la force de ses bras autour d'elle. « Je te crois, dit-elle simplement. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le lit de Nina, Julien murmura « Quand je suis arrivé à cet hôtel pour la première fois, je me sentais si seul, si incompris. Et puis, tu as parlé, et soudain, je n'étais plus seul. » Nina posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Je t'ai compris, » murmura-t-elle. « Oui, » dit Julien doucement, et cela a tout changé. Le lendemain matin, Nina conduisit Julien à l'aéroport. Contrairement à leur premier adieu, celui-ci était planifié, délibéré. Ils avaient une stratégie, un calendrier, un engagement mutuel, mais cela ne rendit pas la séparation plus facile. Au contrôle de sécurité, Julien la serra fort. « 3 mois, promit-il, et je t'appellerai tous les jours. »« Tous les jours, » répéta Nina, mémorisant sa présence, l'odeur de son parfum, la chaleur de son souffle contre ses cheveux. « Je t'aime, » Julien murmura, prononçant ces mots pour la première fois. « Je ne l'avais pas prévu, je ne m'y attendais pas, mais c'est le cas. » Nina leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes et de certitude. « Je t'aime aussi. » Un dernier baiser, une dernière étreinte, et puis il partit, disparaissant dans la foule des voyageurs. Nina resta à regarder longtemps après qu'il eut disparu de sa vue, son cœur rempli d'un étrange mélange de tristesse et d'espoir. 3 mois semblaient une éternité, mais ils avaient un plan. Ils se tenaient l'un l'autre. Et grâce à la sagesse de sa grand-mère, Nina avait enfin le courage de danser au rythme de la musique qui jouait dans son cœur. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cet instant précis, M. Lefebvre la regardait de loin, son expression pensante plutôt que colérique. Il avait vu la façon dont son fils regardait cette femme, la façon dont elle le regardait. Cela lui rappelait quelque chose d'il y a longtemps, un amour qu'il avait lui-même connu et perdu parce qu'il n'avait pas été assez courageux pour se battre pour lui. Peut-être, pensa-t-il, son fils était-il plus fort qu'il ne l'avait été. Peut-être que ce n'était pas si mal après tout. Alors que Nina se retournait enfin pour quitter l'aéroport, M. Lefebvre appela son assistant. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur Éléonore Cartier », ordonna-t-il, la chanteuse de jazz des années 1970. Et sa petite-fille, Nina. Il avait 3 mois pour décider d'accepter ou non cette femme dans la vie de son fils, dans sa famille. Il utiliserait ce temps à bon escient, enquêtant, observant, considérant. Mais pour la première fois, il s'autorisait à envisager la possibilité que peut-être, juste peut-être, Julien avait fait le bon choix après tout. 3 mois pouvaient sembler une éternité, ou un clin d'œil, selon l'intensité de son occupation. Pour Nina, les jours s'estompèrent dans un tourbillon de nouvelles expériences, alors qu'elle se jetait à corps perdu dans son rôle de consultante en formation culturelle pour les hôtels Lefebvre International. Le poste était tout ce qu'elle avait espéré, et plus encore. Son premier projet consistait à créer un programme de formation complet pour aider le personnel à comprendre les différences culturelles entre les clients occidentaux et asiatiques. Sa maîtrise de plusieurs langues la rendait inestimable, et son empathie naturelle l'aidait à se connecter avec les employés à tous les niveaux. Elle travaillait principalement depuis le bureau de Paris,
mais voyageait vers d'autres propriétés du groupe Lefebvre International à travers la France. Chaque directeur d'hôtel savait qu'elle bénéficiait de l'approbation personnelle de Julien Lefebvre, ce qui ouvrait des portes qui, autrement, seraient restées fermées à quelqu'un de son origine. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, à Tokyo, Julien tenait sa promesse à son père. Il arrivait au bureau tôt chaque jour, dirigeait les réunions avec confiance et prenait des décisions stratégiques qui impressionnaient même les membres du conseil les plus sceptiques. Mais il commença aussi à apporter des changements subtils. Il insista sur une politique de recrutement plus diversifiée. Il mit en œuvre certaines des recommandations de Nina en matière de formation culturelle. Et le plus choquant pour son père, il créa un club de photographie pour les employés de l'entreprise, exposant même certaines de ses propres œuvres au siège social. Malgré la distance et les 7 heures de décalage horaire, Nina et Julien restèrent connectés. Ils s'appelaient en vidéo tous les jours, le matin pour elle, le soir pour lui. Ils s'envoyaient de petits cadeaux et de longs courriels. Julien partageait des photographies de ses lieux d'enfance à Tokyo, promettant de montrer à Nina chaque endroit lors de sa visite. Nina lui envoya des enregistrements de sa voix, chantant les chansons de sa grand-mère, quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé avec personne auparavant. À l'approche de la fin de la période d'essai de 3 mois, Nina se prépara pour son premier voyage à Tokyo. Julien avait tout arrangé, un billet en première classe, une suite à l'hôtel Lefebvre International Amiral, un itinéraire détaillé des sites à visiter, mais ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était l'attention des médias. 2 jours avant son départ, Nina reçut un appel paniqué de Julien. « Quelqu'un a divulgué des informations sur nous à la presse », dit-il, la voix tendue. Il y a un article dans la section économique d'aujourd'hui sur la Française qui a conquis le cœur du célibataire le plus convoité de France. Le cœur de Nina rata un battement. À quel point est-ce grave? Il te qualifie de ancienne femme de chambre et spécule sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. Ils ont mentionné ton poste au sein de l'entreprise et ont insinué que tu l'avais obtenu grâce à notre relation. Eh bien, c'est en partie vrai, admit Nina, essayant de garder un ton léger malgré son anxiété croissante. Non, ce n'est pas vrai, dit Julien fermement. Tu as gagné ce poste. Tes performances ces derniers mois l'ont prouvé. Il marqua une pause. Il y a plus. Ils ont découvert des choses sur ta grand-mère. Quoi sur elle? Ils font des liens que personne n'aurait dû pouvoir faire. Ils savent qu'elle a joué à Tokyo dans les années 1970, qu'elle a eu une relation avec un musicien japonais. Ils fouillent en son passé, notre passé. C'est comme s'ils cherchaient le moindre scandale. Nina s'effondra sur son canapé, l'esprit en ébullition. Qui aurait pu divulguer ces informations? Qui connaissait même tous ces détails? Il y eut un long silence avant que Julien ne réponde. « Je crois que ça pourrait être mon père. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Nina avait à peine parlé à M. Lefebvre depuis leur confrontation dans son appartement 3 mois auparavant. Julien avait mentionné que son père se montrait étonnamment coopératif au sujet de leur relation dernièrement, posant même des questions occasionnelles sur Nina. Ils avaient interprété cela comme un signe positif. « Pourquoi ferait-il ça maintenant ?» demanda Nina. « Juste au moment où nous allons voir s'il va accepter que nous soyons ensemble ? Je ne sais pas, » admit Julien. « Peut-être pour nous tester ? Pour voir si nous pouvons supporter l'examen public ?» Il soupira lourdement. « Je l'ai confronté, mais il a nié en être la source. Il semblait sincèrement contrarié par l'article. » Nina n'était pas sûre de le croire, mais se disputer n'allait pas résoudre leurs problèmes immédiats. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dois-je toujours venir à Tokyo ?»« Absolument, » dit Julien sans hésitation. Nous savions que ce ne serait pas facile. Nous n'allons pas laisser des ragots de tabloïds nous arrêter. Sa voix s'adoucit. « Tu me manques, Nina. J'ai besoin de te voir. Tu me manques aussi, » dit-elle, sa détermination se renforçant. « Je serai là comme prévu. Bien, j'aurai une sécurité supplémentaire à l'aéroport, juste au cas où il y aurait des photographes. » Après avoir raccroché, Nina chercha l'article en ligne. C'était pire que ce que Julien avait décrit. Bien qu'il ne la critiquât pas ouvertement, le ton était clairement interrogatif. Comment une femme de chambre d'hôtel avait-elle réussi à gagner l'affection de l'un des célibataires les plus fortunés de France? Quel était son véritable agenda? Les insinuations étaient claires. Elle était soit une croqueuse de diamants, soit utilisée comme un coup de publicité. Certains commentaires des lecteurs étaient encore pires, allant des remarques racistes sur le fait qu'elle était noire aux moqueries classistes sur son ancien emploi. Nina referma son ordinateur portable, se sentant mal. Elle s'était attendue à une certaine résistance, mais pas à ce niveau d'examen et de jugement public. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois,
C'était David Dubois du Mélodie Dorée Jazz Club. « Nina, as-tu vu le journal d'aujourd'hui » demanda-t-il sans préambule. « L'article sur moi et Julien ?»« Oui, c'est assez horrible. »« Non, pas celui-là, dit David. Il y a un autre article, sur votre grand-mère. » Le cœur de Nina s'emballa. « Quoi sur elle ?» Quelqu'un a écrit un article de fond sur l'époque d'Éléonore Cartier à Tokyo. Ils ont interviewé des musiciens qui ont joué avec elle, des propriétaires de clubs qui l'ont engagée, même des fans qui se souvenaient de ses spectacles. C'est magnifique, Nina. C'est un hommage. Confuse, Nina promit de vérifier et raccrocha. Elle trouva rapidement l'article en ligne. C'était effectivement un hommage élogieux à sa grand-mère, la décrivant comme un pont culturel entre la France et le Japon, dont la musique avait transcendé les frontières de la race et de la nationalité. Il y avait des photographies vintage que Nina n'avait jamais vues, des citations de personnes qui avaient aimé la musique de sa grand-mère, et des détails sur son influence sur la scène jazz japonaise. Le plus surprenant de tout était le nom de l'auteur. L'article avait été publié dans la revue culturelle la plus prestigieuse du Japon, appartenant à nul autre que le groupe de médias Lefebvre International. Nina fixa son écran, l'esprit embrouillé. Si le père de Julien avait orchestré l'article de ragot négatif à son sujet, pourquoi aurait-il aussi commandé cet hommage affectueux à sa grand-mère? Cela n'avait aucun sens. Avant qu'elle ne puisse approfondir l'énigme, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait un numéro international qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô » répondit-elle prudemment. « Mademoiselle Cartier. » La voix formelle était reconnaissable entre toutes. « Ici Thierry Lefebvre. » Nina se redressa comme s'il pouvait la voir. « Monsieur Lefebvre, je ne m'attendais pas à votre appel. Je l'imagine. » Il y eut une pause. « Je suppose que vous avez vu les articles. »« Oui, les deux. Alors vous comprenez pourquoi j'appelle. La situation a escaladé au-delà de mes attentes. » Nina fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifiait? Je ne suis pas sûr de comprendre. « La couverture médiatique négative n'est pas de mon fait, » dit M. Lefebvre fermement. « J'ai mes soupçons sur l'identité de ceux qui pourraient en être à l'origine, mais ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons. » Nina fut surprise par son utilisation du « nous », comme s'ils étaient du même côté. « Et comment devrions-nous réagir ?»« Avec dignité, » répondit M. Lefebvre, « et stratégie. » Il esquissa son plan. Au lieu d'essayer de cacher la visite de Nina à Tokyo, il la rendrait officielle. Elle serait publiquement reconnue comme une employée précieuse du groupe Lefebvre International, visitant le siège pour présenter son programme de formation culturelle. Elle assisterait à des événements d'entreprise avec Julien, serait présentée à des partenaires commerciaux et serait traitée avec le respect que son poste méritait. « Et notre relation personnelle ?» demanda Nina. « Les gens ne vont-ils pas toujours potiner ?»« Qu'ils le fassent !» dit M. Lefebvre avec une véhémence surprenante. « Mon fils a rempli sa promesse envers moi. Il a prouvé qu'il pouvait concilier ses responsabilités envers l'entreprise et son bonheur personnel. Et vous ?» Il hésita. « Vous vous êtes avéré être un atout plutôt que la distraction que je craignais. » Nina fut stupéfaite par ce qui ressemblait presque à une acceptation. « Monsieur Lefebvre, êtes-vous en train de dire que vous approuvez ma relation avec Julien ?» Il y eut un long silence. « Je dis que j'ai eu tort de vous juger en fonction de vos circonstances plutôt que de votre caractère. L'article sur votre grand-mère était ma façon de reconnaître cette erreur. »« Vous avez commandé cet article ?» demanda Nina, bien qu'elle l'eût déjà deviné. « Après notre confrontation, j'ai commencé à faire des recherches sur votre famille. Votre grand-mère était remarquable. Son courage de venir dans un pays étranger, son talent, sa grâce face aux préjugés. » La voix de M. Lefebvre s'adoucit légèrement. « Elle m'a rappelé quelqu'un que j'ai connu autrefois, quelqu'un que je respectais énormément. » Nina attendit, sentant qu'il y avait plus à cette histoire. « Ce que l'article n'a pas mentionné, » continua M. Lefebvre, « c'est que le musicien japonais avec qui votre grand-mère était impliquée était mon oncle, Hiroshi Tanaka. » La révélation frappa Nina comme un coup physique. « Hiroshi Tanaka était votre oncle? Mais cela veut dire, nos familles ont un lien qui précède votre rencontre et celle d'Antoine, » confirma M. Dubois. « Un lien qui a pris fin parce que mon grand-père l'a interdit, tout comme j'ai essayé de vous interdire, vous et mon fils. » Il soupira lourdement. « Mon oncle ne s'est jamais marié. Il est mort seul, n'ayant pour seule compagnie que sa musique. Ce fut un gâchis. » L'esprit de Céleste était en pleine effervescence. Les lettres de sa grand-mère avaient mentionné un certain Romain, mais elle n'avait jamais connu son nom complet, ni ce qui lui était arrivé après que sa grand-mère fût rentrée à Nice. « Monsieur Dubois, je ne sais pas quoi dire. »« Il n'y a rien à dire, mademoiselle Fournier.
Sauf peut-être que l'histoire n'est pas obligée de se répéter. Son ton formel revint. Votre vol arrive demain à 14 heures, heure de Paris. Antoine viendra vous chercher à l'aéroport. Je vous verrai au dîner ce soir-là à notre domicile familial. Soyez ponctuel, s'il vous plaît. Sur ce, il raccrocha, laissant Céleste fixer son téléphone, incrédule. Quand elle réussit enfin à joindre Antoine et à lui parler de l'appel, il fut aussi choqué qu'elle. « Mon grand-oncle Romain? Le musicien ?» dit-il incrédule. « Mon père ne parle jamais de lui. Je savais à peine qu'il existait. »« Tu crois que c'est vrai ?» demanda Céleste. « À propos de lui et de ma grand-mère. Cela expliquerait beaucoup de choses, » dit Antoine pensif. « Pourquoi mon père a reconnu la photographie de ta grand-mère? Pourquoi il a enquêté sur ta famille? Et peut-être même pourquoi il change d'avis à notre sujet. » Le lendemain, Céleste embarqua pour son vol vers Paris, un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait déjà relevé des défis, grandir sans parents, financer ses études, endurer le classisme subtil de l'industrie hôtelière. Mais rien ne l'avait préparée à se retrouver sous les feux des projecteurs en tant que petite amie d'Antoine Dubois, à faire face à une frénésie médiatique et à rencontrer son redoutable père sur son propre terrain. Alors que l'avion entamait sa descente sur Paris, Céleste sortit la petite photographie de sa grand-mère qu'elle portait toujours sur elle. « Souhaite-moi bonne chance, mamie », murmura-t-elle. « J'en aurai besoin. » Fidèle à la parole d'Antoine, des photographes attendaient à l'aéroport. Mais Céleste était préparée. Vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, professionnel mais flatteur, elle marcha la tête haute à travers le terminal. Et quand elle vit Antoine l'attendre, son visage s'illuminant à l'instant où leurs regards se croisèrent, tout le reste s'estompa. Ils s'embrassèrent publiquement, sans se soucier des objectifs qui cliquaient autour d'eux. « Tu es là », murmura Antoine dans ses cheveux. « Enfin, je suis là », confirma Céleste, le respirant, se sentant de nouveau entière pour la première fois en 3 mois. Ils se rendirent de l'aéroport à l'appartement d'Antoine à Paris, un penthouse spacieux avec des baies vitrées donnant sur la ville. Céleste n'en avait eu que des aperçus lors de leurs appels vidéo, mais maintenant, elle en découvrait chaque détail. Des meubles minimalistes aux murs couverts de photographies encadrées, dont beaucoup avaient été prises par Antoine lui-même au cours des 3 derniers mois. « Fais comme chez toi », dit Antoine en posant ses sacs. « Nous avons quelques heures avant le dîner avec mon père. » Céleste enlaça sa taille, posant sa tête contre sa poitrine. « Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il m'a dit. À propos de ma grand-mère et de ton grand-oncle. » Antoine lui caressa les cheveux. « J'en ai parlé à mon père ce matin. Il a admis qu'il n'avait fait le lien que récemment, quand il a commencé à enquêter sur tes antécédents familiaux. Apparemment, il a trouvé des lettres que Romain avait conservées, des lettres de ta grand-mère, comme celles qu'elle gardait de lui, dit Céleste avec émerveillement. Ils s'aimaient vraiment. C'est ainsi qu'ils se sont séparés à cause des attentes familiales, ajouta Antoine en la serrant plus fort. Je ne ferai pas la même erreur, Céleste. Quoi qu'il arrive ce soir ou à l'avenir, je ne te laisserai pas partir. Le dîner à la demeure familiale des Dubois ce soir-là fut tendu mais civil. La grande maison traditionnelle de M. Dubois était remplie d'antiquités inestimables et d'objets de famille. Céleste se sentit déplacée dans la salle à manger formelle, assise en face du père d'Antoine, tandis que des domestiques apportaient plat après plat de mets français élaborés. La conversation fut d'abord hésitante, M. Dubois posant des questions précises sur le travail de Céleste pour l'entreprise. Elle répondit honnêtement, décrivant les programmes qu'elle avait développés et les retours positifs qu'ils avaient reçus. Progressivement, l'atmosphère se réchauffa à mesure qu'ils abordèrent des sujets plus sûrs. L'architecture parisienne, les changements dans la ville depuis l'époque d'Élise Fournier, l'ouverture prochaine d'un nouvel hôtel Dubois International à Monaco. Après le dîner, M. Dubois les invita dans son bureau, une pièce tapissée de livres avec un grand bureau et de confortables fauteuils en cuir. D'un meuble, il retira une boîte en bois. « Ceux-ci appartenaient à mon oncle », expliqua-t-il, posant la boîte sur une table entre eux. « Je les ai trouvés après notre conversation à Nice. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de lettres, de photographies et de petits souvenirs, des talons de billets de club de jazz de Saint-Germain-des-Prés, des fleurs séchées, des partitions manuscrites, et au fond, une petite boîte à bagues en velours. Monsieur Dubois l'ouvrit pour révéler une bague en diamant simple, mais élégante. Il l'avait achetée pour elle, dit-il doucement. Mais il n'a jamais eu la chance de la lui offrir. Mon grand-père est intervenu avant qu'il ne puisse la demander en mariage. Céleste sentit les larmes monter à ses yeux, en pensant à ce qui aurait pu être, non seulement pour Romain et Élise, mais pour sa propre vie si sa grand-mère était restée à Paris, mariée à l'homme qu'elle aimait. Mon oncle n'a plus jamais été le même après son départ, continua M. Dubois.
Il s'est jeté corps et âme dans sa musique, est devenu célèbre à part entière, mais il n'a plus jamais aimé. Il regarda directement Céleste. Votre grand-mère, était-elle heureuse? Après son retour à Nice, la question semblait lui coûter de la poser, comme s'il se souciait réellement de la réponse. Elle a eu des moments de bonheur, dit Céleste avec prudence. Elle aimait se produire, et elle m'aimait. Elle hésita. Mais il y avait toujours une tristesse en elle, surtout quand elle jouait certaines chansons. Maintenant, je comprends pourquoi. Monsieur Dubois hocha la tête, semblant satisfait de sa réponse. Il referma la boîte de souvenirs et la poussa vers Céleste. Ceux-ci vous appartiennent maintenant. Un lien entre nos familles qui ne devrait pas être oublié. Le geste fut inattendu et profondément significatif. Céleste regarda Antoine, qui semblait aussi surpris qu'elle par la soudaine sentimentalité de son père. « Merci », dit-elle sincèrement. « Je les chérirai. » Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise avec ce moment d'émotion. « Il y a une autre question dont nous devons discuter, » dit-il, son ton formel reprenant le dessus. « L'avenir. » Antoine se tendit à côté de Céleste, cherchant sa main. « Père, nous avons tenu notre part du marché. J'ai prouvé que je pouvais diriger l'entreprise. Céleste a prouvé sa valeur en tant qu'employé. Notre relation personnelle n'a pas interféré avec les affaires. Je suis au courant, » dit Monsieur Dubois, levant la main pour arrêter le discours défensif de son fils. « Ce n'est pas ce dont je souhaitais discuter. » Il les regarda l'un et l'autre. « La réunion du conseil d'administration demain. J'ai l'intention d'annoncer ma retraite. » Antoine se redressa. « La retraite? Mais vous n'avez que 62 ans. Assez vieux pour savoir que s'accrocher trop fermement au pouvoir ne sert personne, » répondit Monsieur Dubois. « Je resterai président du conseil, mais le poste de PDG sera le vôtre, Antoine, si vous le voulez. » L'offre plana dans l'air entre eux. C'était tout ce pourquoi Antoine avait été préparé, tout ce qu'il s'attendait à hériter, mais pas avant de nombreuses années, et pas avec si peu de conditions. « Quel est le piège ?» demanda Antoine sans détour. Monsieur Dubois faillit sourire. « Aucun piège. Simplement la reconnaissance que l'entreprise sera mieux servie par votre vision que par mes méthodes dépassées. » Il jeta un coup d'œil à Céleste. « Le monde change. Notre entreprise doit changer avec lui. Vous comprenez cela mieux que moi. Et nous ?» Antoine désigna Céleste et lui. « Vous avez accepté notre relation ?» Monsieur Dubois resta silencieux un instant. « Je suis arrivé à croire que la force d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à rester seul, mais à la qualité de ceux qui choisissent de se tenir à ses côtés. » Il fit un signe de tête à Céleste. « Mademoiselle Fournier a prouvé être une femme d'intelligence, de dignité et de principe. Si elle est votre choix, je ne vous ferai pas obstacle. » Ce n'était pas exactement un soutien chaleureux, mais venant de Théodore Dubois, c'était révolutionnaire. Céleste sentit un poids se lever de ses épaules, une tension qu'elle n'avait pas pleinement reconnue, avant qu'elle ne disparaisse. « Merci, Monsieur Dubois, » dit-elle simplement. Il acquiesça une fois, puis se leva, signalant la fin de la conversation. « La voiture vous ramènera à l'appartement d'Antoine. Je vous suggère de vous reposer, mademoiselle Fournier. Demain sera une journée bien remplie. » Alors qu'il rentrait à travers les rues nocturnes de Paris, Antoine semblait perdu dans ses pensées. Céleste lui laissa l'espace pour digérer les annonces inattendues de son père, observant les lumières de la ville s'estomper derrière les vitres de la voiture. Finalement, Antoine parla. « Ça va ?» C'était beaucoup à assimiler. Céleste hocha la tête. « Je vais bien. En fait, je vais mieux que bien. » Elle lui sourit. « Ton père ne me déteste pas. C'est un bon début. » Antoine rit, une partie de la tension quittant son corps. « Non, il ne te déteste pas. En fait, je pense qu'il te respecte, ce qui est plus que ce qu'il ressent pour la plupart des gens. » Il lui prit la main. « Mais je parlais de l'autre révélation, à propos de ta grand-mère et de mon grand-oncle. Découvrir qu'ils étaient amoureux, qu'ils ont été séparés par le même genre de préjugés que nous avons affrontés. » Céleste baissa les yeux vers la boîte en bois sur ses genoux, pensant aux vies qui auraient pu être. « C'est triste, » reconnut-elle, mais aussi étrangement réconfortant. Comme si leur histoire était en quelque sorte destinée à se lier à la nôtre, comme si nous terminions ce qu'ils avaient commencé. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Antoine ouvrit une bouteille de vin et ils s'assirent sur son balcon, contemplant la ligne d'horizon parisienne. La ville était vivante de lumières et d'énergie, si différente de Nice, mais d'une certaine manière familière dans sa vibration. « Alors, » dit Céleste levant son verre, « PDG de Dubois International. Cela arrive plus tôt que tu ne l'espérais. » Antoine sirota son vin pensivement. « C'est vrai, je ne sais pas pourquoi mon père fait ça maintenant. Il a toujours été si contrôlant, si réticent à abandonner le moindre pouvoir. Peut-être que nous voir nous battre pour notre relation lui a fait reconsidérer ses propres choix, » suggéra Céleste. «
Ou peut-être est-il juste fatigué. Diriger une entreprise mondiale n'est pas facile à tout âge. Peut-être, acquiesça Antoine, bien qu'il ne semblât pas entièrement convaincu. Le moment est significatif. Céleste leva un sourcil. En quoi? Antoine posa son verre de vin et prit ses mains. J'avais l'intention d'attendre plus tard dans ta visite, pour que ce soit plus spécial. Mais maintenant, il prit une profonde inspiration. Céleste, ces 3 derniers mois n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Le cœur de Céleste s'accéléra en réalisant où cela menait. Antoine, laisse-moi finir, dit-il doucement. Je sais que nous venons de mondes différents. Je sais qu'il y aura des défis. Mais je sais aussi que lorsque je suis avec toi, je suis la meilleure version de moi-même. Tu me comprends d'une manière que personne d'autre n'a jamais faite. Tu vois au-delà de toutes les choses extérieures, l'argent, la position, les attentes, pour voir qui je suis vraiment. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours, semblable à celle qu'ils avaient vue dans le bureau de son père. Mais quand il l'ouvrit, la bague à l'intérieur était moderne, éblouissante. Un diamant taille princesse entouré de saphirs plus petits. « Céleste Fournier », dit Antoine, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Veux-tu m'épouser » La question plana dans l'air entre eux, pleine de promesses et de possibilités. Céleste regarda la bague, le visage plein d'espoir d'Antoine, la ville étalée sous leurs yeux. 3 mois plus tôt, elle était une femme de chambre d'hôtel à Nice, avec des talents cachés et des rêves enfouis. Maintenant, elle était à Paris, demandée en mariage par un homme qui avait changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Oui, dit-elle, sa voix claire et certaine. « Oui, je t'épouserai. » Antoine glissa la bague à son doigt, ses mains tremblant légèrement. Puis il la serra dans ses bras, l'embrassant avec toute la passion et la tendresse qui s'étaient accumulées pendant leurs mois de séparation. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Céleste posa son front contre le sien. « Je t'aime, » murmura-t-elle, « et je suis si fière de toi d'avoir trouvé le courage d'être qui tu es vraiment, pas seulement qui ton père voulait que tu sois. » Antoine sourit. « J'ai appris ce courage de toi. » Le lendemain matin, ils assistèrent ensemble à la réunion du conseil d'administration. Céleste était assise à l'arrière de la salle de conférence, tandis que M. Dubois annonçait officiellement sa retraite et la promotion d'Antoine au poste de PDG. Les membres du conseil applaudirent poliment, bien que Céleste pût voir de la surprise et des spéculations sur de nombreux visages. Puis M. Dubois fit quelque chose d'inattendu. Il appela Céleste au devant de la salle. « Mademoiselle Fournier a développé un programme de formation culturelle qui sera mis en œuvre dans toutes les propriétés de Dubois International, annonça-t-il. Son travail représente la future direction de notre entreprise, plus inclusive, plus réactive aux besoins diversifiés de notre clientèle mondiale. Pendant que Céleste présentait un bref aperçu de son programme, elle sentit le scepticisme initial des membres du conseil céder la place à l'intérêt et, dans certains cas, à l'approbation. Au moment où elle termina, plusieurs prenèrent des notes et posèrent des questions réfléchies. Après, tandis que les gens discutaient autour d'un café, M. Dubois s'approcha de Céleste. « Bien joué, » dit-il simplement. « Vous avez un don naturel pour la communication. »« Merci, Monsieur Dubois, » répondit Céleste, toujours un peu méfiante de son soutien soudain. « Cela signifie beaucoup venant de vous. » Il acquiesça, puis jeta un coup d'œil à sa main gauche, où la bague d'Antoine brillait maintenant. « Je vois que mon fils vous a parlé. » Céleste se tendit, incertaine de sa réaction à leur fiançailles. « Oui, hier soir. » M. Dubois resta silencieux un instant. Puis il dit « Ma femme, la mère d'Antoine, vous aurait aimé. Elle valorisait l'authenticité par-dessus tout. » Il fit une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Je n'ai pas toujours honoré ses valeurs au cours des années depuis sa mort. Il est peut-être temps que je commence. » Avant que Céleste ne pût répondre à cette admission étonnamment personnelle, Antoine apparut à ses côtés, posant une main protectrice sur son dos. « Père, » dit-il prudemment, « tout va bien ?»« Oui, » dit M. Dubois, reprenant son allure formelle. « Je félicitais votre fiancé pour sa présentation, et pour ses fiançailles. » Il fit une légère inclinaison de tête à Céleste. « Bienvenue dans la famille, mademoiselle Fournier. Je suis sûr que vous y apporterez la même intelligence et la même grâce dont vous avez fait preuve dans votre vie professionnelle. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Céleste et Antoine le fixer, stupéfaits. « Ton père vient-il de nous donner sa bénédiction ?» demanda Céleste, incrédule. Antoine secoua la tête, tout aussi stupéfait. « Je pense que oui, à sa manière. » Il regarda Céleste, les yeux pleins d'émerveillement. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour. » La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans l'entreprise, et en soirée, elle atteignit la presse. Cette fois, cependant, la couverture était différente.
Le communiqué de presse officiel de Dubois International décrivait Céleste comme une directrice exécutive estimée et consultante culturelle qui avait apporté une pensée innovante aux opérations internationales de l'entreprise. Ses antécédents n'étaient mentionnés que brièvement, l'accent étant mis sur ses compétences linguistiques et son éducation plutôt que sur son ancien emploi de femme de chambre. M. Dubois avait utilisé sa considérable influence pour façonner le récit, et cela fonctionna. Le ton des articles passa de la spéculation et de l'insinuation à la célébration d'une romance d'entreprise. Les photographies de Céleste et Antoine lors d'événements d'entreprise remplacèrent les clichés de paparazzi pris à l'aéroport. Même les médias apotins se concentrèrent sur le positif, comment ils s'étaient rencontrés, bien que les détails fussent restés vagues, leur affection évidente l'un pour l'autre et l'avenir prometteur de l'entreprise sous la direction d'Antoine, avec Céleste à ses côtés. Au cours des 2 semaines suivantes, Céleste tomba amoureuse de Paris. Antoine lui montra tout, des grands palais et gratte-ciel modernes au petit club de jazz où sa grand-mère avait autrefois joué. Ils visitèrent la tombe de Romain Dubois, y déposant des fleurs et une petite photographie d'Élise que Céleste avait apportée de Nice. Ils se promenèrent dans les quartiers où Antoine avait grandi et il lui montra ses lieux de jeunesse avec un enthousiasme enfantin. En même temps, Céleste travailla avec le bureau de Paris pour mettre en œuvre son programme de formation culturelle. Les employés étaient réceptifs et engagés, surtout lorsqu'ils réalisèrent qu'elle parlait leur langue et comprenait leurs coutumes. Beaucoup exprimèrent leur surprise qu'une personne non habituée au cercle d'affaires parisien puisse si bien saisir les nuances de la culture d'entreprise française. « Ma grand-mère m'a appris plus que la langue », expliqua Céleste à un groupe de stagiaires. « Elle m'a appris que la compréhension commence par l'écoute, par le respect, par la reconnaissance que, sous nos différences extérieures, nous partageons tous les mêmes besoins et désirs humains. » À la fin de sa visite, Céleste avait conquis la plupart des sceptiques. Même M. Dubois avait commencé à s'adoucir envers elle, les invitant, elle et Antoine, à dîner plusieurs fois et s'engageant réellement avec elle dans des conversations sur les affaires, la musique et, occasionnellement, quand sa garde était baissée, des souvenirs de sa famille. Lors de sa dernière nuit à Paris, Céleste et Antoine retournèrent à son appartement après un dîner d'adieu avec son père. Ils étaient tous deux silencieux, conscients de leur séparation imminente. Céleste retournerait à Nice le lendemain pour continuer son travail depuis là-bas, tandis qu'Antoine resterait à Paris pour s'installer dans son nouveau rôle de PDG. Ce n'est que temporaire, l'assura Antoine, alors qu'il se tenait sur le balcon, contemplant la ville. Une fois que tu auras fini de mettre en place les programmes de formation dans les hôtels français, dans le sud, tu pourras déménager ici, où je pourrai partager mon temps entre Paris et Nice. Céleste acquiesça, bien qu'elle sût que la réalité serait plus compliquée. Nous trouverons une solution, dit-elle en se penchant contre lui. Nous le faisons toujours, acquiesça-t-il en embrassant le haut de sa tête. C'est ce qui fait que nous fonctionnons, n'est-ce pas? Nous nous comprenons, mais nous comprenons aussi le monde dans lequel nous vivons, les compromis que nous devons parfois faire. Céleste pensa à tout le chemin parcouru depuis ce premier jour au Grand Hôtel Royal de Nice, où elle avait surpris tout le monde en parlant français à une cliente frustrée. Combien ils avaient tous deux grandi et changé, l'un grâce à l'autre. « Je n'aurais jamais rien attendu de tout cela, » admit-elle. « Quand je t'ai parlé ce jour-là, j'essayais juste d'aider. Je n'ai jamais imaginé que cela changerait toute ma vie. » Antoine la tourna pour lui faire face. « Pour le meilleur, j'espère ?» Céleste leva les yeux vers lui, vers l'homme qui avait vu son potentiel alors qu'elle n'était qu'une femme de chambre d'hôtel, qui s'était battue pour elle contre les préjugés de son père, qui lui avait donné la confiance nécessaire pour revendiquer l'héritage de sa grand-mère et ses propres talents. « Pour le meilleur », confirma-t-elle, levant la main pour toucher son visage, « définitivement pour le meilleur. » Le lendemain matin, M. Dubois les surprit en venant à l'aéroport pour dire au revoir à Céleste. Alors qu'Antoine allait vérifier le statut du vol, M. Dubois tendit un petit paquet à Céleste. « Pour votre vol », expliqua-t-il. « De la lecture. » Céleste l'ouvrit et trouva un journal relié en cuir. À l'intérieur, manuscrit en français, se trouvait un compte rendu détaillé de la vie de Romain Dubois, y compris son temps avec Élise Fournier. Il y avait des photocopies de lettres, d'anciennes photographies, même des partitions avec des notes en marge. « Comment avez-vous pu assembler cela si vite ?» demanda Céleste, touchée par le geste. « J'ai eu de l'aide, » admit M. Dubois, « d'anciens amis de mon oncle, d'historiens de la musique, de personnes qui se souvenaient d'eux. » Il marqua une pause. Il me semblait important de préserver leur histoire. Céleste comprit ce qu'il ne disait pas,
qu'il essayait, à sa manière, de réparer les torts passés de sa famille, pour s'assurer que l'histoire ne se répétait pas avec elle et Antoine. « Merci, dit-elle sincèrement. Cela signifie plus pour moi que vous ne le savez. » Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise avec ce moment d'émotion. « Mon fils vous aime, dit-il brusquement, plus qu'il n'a jamais aimé qui ou quoi que ce soit, y compris l'entreprise. »« Je sais, répondit Céleste, et je l'aime tout autant. »« Alors prenez soin l'un de l'autre, dit simplement Monsieur Dubois. Le succès ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. C'est une leçon que j'ai apprise trop tard dans ma propre vie. » Avant que Céleste ne pût répondre à cette admission étonnamment vulnérable, Antoine revint. Il regarda curieusement son père et sa fiancée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, dit Monsieur Dubois, reculant. Je disais simplement au revoir à Céleste, et je lui rappelais que les femmes Dubois ont toujours été fortes. » Il fit une révérence formelle à Céleste. « J'attends avec impatience votre retour à Paris, mademoiselle Fournier. Bientôt, je l'espère. » Sur ce, il s'éloigna, laissant Antoine le fixer, stupéfait. « Mon père vient-il de t'appeler une femme Dubois ?» demanda-t-il. « Avant même que nous soyons mariés ?» Céleste sourit, serrant le journal contre sa poitrine. « Je pense que oui. » Dire au revoir à Antoine fut difficile, mais différent de leur dernière séparation. Cette fois, ils avaient un plan, un engagement, un avenir tracé ensemble. Et cette fois, ils avaient ce qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, la bénédiction du père de Julien et la certitude que le chemin qu'ils traçaient avait été initié il y a longtemps par deux personnes qui s'étaient aimées, mais que les préjugés de leur époque avaient séparées. Durant le long vol de retour vers Paris, Nina lut le journal que M. Dubois lui avait donné, découvrant la vie de Marc après que sa grand-mère était revenue en France. Sa carrière musicale, son œuvre philanthropique, son soutien discret aux artistes internationaux. Il avait vécu une vie pleine, même sans Élise à ses côtés. Mais le journal indiquait clairement qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, n'avait jamais cessé de se demander ce qui aurait pu être. Quand Nina arriva à la dernière entrée, datée juste un mois avant la mort de Marc, les larmes lui montèrent aux yeux. « J'ai appris aujourd'hui qu'Élise n'est plus », avait écrit Marc. « Le monde a perdu une voix d'une rare beauté et d'un grand cœur. Je trouve du réconfort à savoir que quelque part, sa petite-fille perpétue son héritage, son esprit, son courage, sa capacité à franchir les frontières avec grâce. Peut-être qu'un jour, nos familles se retrouveront, dans un monde plus près à une telle union que le nôtre ne l'était. » Nina ferma le journal, essuyant ses larmes. Le vœu de Marc s'était réalisé, bien qu'il n'ait pas vécu pour le voir. Elle et Julien s'étaient trouvés, malgré tous les obstacles, et cette fois leur amour n'avait pas été vaincu par les préjugés ou les attentes familiales. Alors que l'avion commençait sa descente sur Paris, Nina regarda la ville s'étendre sous elle, l'endroit où son histoire avec Julien avait commencé. Tant de choses avaient changé en quelques mois seulement. Elle avait changé. Elle songea aux mots de sa grand-mère dans cette lettre qu'elle avait trouvée. « La musique qui joue dans nos cœurs ne résonne qu'une fois. Si nous ne dansons pas quand elle nous appelle, nous risquons de passer une vie entière dans le silence. » Nina était heureuse d'avoir trouvé le courage de danser sur cette musique, de suivre son cœur même lorsque le chemin semblait impossible. Grâce à ce courage, elle avait trouvé non seulement l'amour mais aussi sa propre voix, sa propre force, sa propre place dans le monde. Alors qu'elle descendait de l'avion, le téléphone de Nina vibra avec un SMS de Julien « Tu me manques déjà ». Mais cette séparation n'est qu'un autre couplet de notre chanson. Le refrain approche, quand nous serons enfin réunis pour de bon. Nina sourit, touchant la bague à son doigt. Il la comprenait, et elle le comprenait. Et dans cette compréhension, ils avaient tout trouvé. 6 mois plus tard, Nina se tenait dans le jardin du domaine de la famille Dubois à Lyon, vêtue d'une robe de mariée qui mariait des éléments de la haute couture parisienne et d'une tradition régionale française. Une soie ivoire ornée de délicates broderies qui faisait écho au motif des deux héritages. Les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère complétaient l'ensemble élégant. Autour d'elle, des invités des deux mondes se mêlaient. Ses amis de Paris, les associés et les proches de Julien, des employés des hôtels Dubois International du monde entier. Monsieur Dubois se déplaçait parmi eux avec une grâce surprenante, s'étant considérablement adouci au cours des mois depuis la première visite de Nina à Lyon. David Fournier de la Note Dorée était là avec sa famille. Il avait apporté un cadeau spécial, un enregistrement d'Élise chantant une mélodie traditionnelle française que Marc avait composée pour elle. Elle serait jouée pendant la cérémonie, reliant le passé et le présent, honorant l'histoire d'amour qui avait commencé une génération auparavant. Alors que Nina attendait le début de la cérémonie,
Monsieur Dubois s'approcha d'elle, digne dans sa tenue traditionnelle. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. Mon fils est un homme chanceux. Merci, répondit Nina. Pour tout, pour nous avoir acceptés, pour avoir aidé à préserver la mémoire de ma grand-mère. Monsieur Dubois hocha la tête. J'ai appris que les héritages les plus solides ne sont pas bâtis sur l'argent ou le pouvoir, mais sur l'amour, sur la compréhension. Il lui offrit son bras. Allons-y, Julien vous attend. Nina prit son bras, émue par le geste. Son propre père étant disparu depuis longtemps, avoir Monsieur Dubois pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel signifiait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Ils se dirigèrent vers l'espace de cérémonie où Julien l'attendait sous une arche de fleurs blanches et bleues. Quand il vit Nina, son visage s'illumina d'une joie si pure qu'elle lui arracha des larmes. Alors que la musique commençait, la voix de sa grand-mère emplissant le jardin, chantant des mots d'amour qui avaient attendu des décennies pour être entendus, Nina marcha vers son avenir, vers l'homme qui avait changé sa vie en ayant simplement besoin de quelqu'un qui le comprenne. Et alors qu'elle atteignit Julien, prenant ses mains dans les siennes, Nina sut que leur histoire était à la fois une fin et un commencement. Une fin à la séparation qui avait tenu leurs familles éloignées trop longtemps, et un commencement d'un nouvel héritage bâti sur quelque chose de plus fort que la tradition ou les attentes. Un héritage bâti sur la compréhension.